Aujourd'hui, on fait un petit cas clinique. Ce que je vous propose, c'est que je vous présente un peu le signalement du patient avec une anamnèse que le propriétaire va proposer et puis un petit peu à vous de poser les questions au niveau de l'anamnèse, savoir un petit peu ce que vous avez envie de savoir. Et puis progressivement, voilà, on avancera vers l'examen clinique. Et puis vous me proposerez qu'est-ce que vous avez envie de faire comme examen complémentaire. Globalement, l'idée, c'est d'arriver quand même assez rapidement à un diagnostic pour pouvoir parler de la pathologie rapidement et surtout du traitement et du suivi de ces patients-là. Donc, il n'y aura pas de piège dans l'examen clinique. C'est quelque chose qui est assez simple. C'est un cas vraiment tout venant que vous allez rencontrer en consultation générale. Donc, ce n'est pas forcément un cas de médecine spécialisée. C'est des choses peut-être qu'on va moins voir en première ligne à la clinique, mais que vous allez voir en consultation habituelle dans vos cabinets. Ça va? Alors, donc l'anamnèse, c'est un caniche, une femelle entière de 10 ans. Et donc, les propriétaires prennent rendez-vous avec vous parce qu'ils trouvent en fait que depuis plusieurs semaines, en fait, la chienne urine à l'intérieur. Donc, ils retrouvent des flaques d'urine dans la maison, ce qui n'arrivait jamais avant. Et c'est un petit peu le motif de la consultation. Ok? On peut demander s'ils ont remarqué un changement au niveau comportemental, s'ils semblent plus abattus. Non, c'est un chat qui reste bien actif, bien vif. Elle n'est pas du tout abattue. Globalement, à part ce problème-là, pour les gens, le chien va très bien. Est-ce qu'elle boit plus? Alors, est-ce que tu sais, du coup, je te retourne un peu la question, est-ce que tu sais me dire quelle est la quantité que mon chien est censé boire par jour? Donc, imaginez, on va faire un chiffre rond, que c'est un chien de 10 kilos. Quelle est la quantité qu'elle est censée boire par jour? C'est 200 ml par kilo. 100 ml par kilo. Je crois que c'est. Ouais. Quand vous posez la question au propriétaire, est-ce que votre chien boit plus? Le risque, c'est qu'il vous retourne la question, hein. Donc, vous devez savoir dire aux gens, OK, elle, son poids, elle doit boire autant, et à partir de autant, c'est anormal. Donc, il faut évidemment connaître les quantités physiologiques. Donc, il y avait de l'idée dans ce que j'ai entendu, mais 200 kilos par jour. C'est pas ça? Pardon? C'était pas 100 ml par kilo par jour. Ok, donc 100 ml par kilo par jour, c'est la quantité à partir duquel c'est anormal. D'accord? Donc, la quantité physiologique, c'est la moitié plus ou moins. Donc, vous retenez les 100 ml par kilo par jour. Donc, un chien qui fait 10 kilos, s'il boit 1 litre par jour, c'est anormal. Et donc, par contre, la quantité que le chien est censé boire de manière physiologique, on est voilà, à 500, 600 millilitres plus ou moins par jour. D'accord? Donc, le plus simple, c'est de retenir les 100 ml kilo jour et puis vous divisez par deux et vous avez la quantité physiologique. Évidemment, les animaux qui boivent un peu plus, un peu moins, ça dépend du régime alimentaire. S'ils mangent des croquettes ou s'ils mangent une ration ménagère qui est plus riche en eau, ils vont forcément boire un petit peu moins. Donc, ça c'est des valeurs que vous devez connaître. Donc, pour répondre du coup à ta question, est-ce que le chien boit plus? Les gens ont quand même remarqué qu'il devait remplir plus souvent en fait la gamelle d'eau. De là à vous préciser une quantité, c'est compliqué par contre. Le chien a un accès libre à l'extérieur et donc il y a un point d'eau dans le jardin où effectivement les gens ont remarqué qu'elle allait souvent boire. Maintenant, ils ne savent pas vous préciser une quantité par jour. C'est une bonne question. Moi, je voulais demander s'ils avaient remarqué si les pertes d'urine étaient dans le panier, c'est-à-dire après qu'elles se soient reposées, ou si c'était vraiment plus un peu partout dans la maison, en fait. Donc, il y a deux endroits où ils retrouvent de l'urine. Donc, en général, la journée, il n'y a pas trop de soucis parce que la chienne a un libre accès à l'extérieur. Donc, elle peut sortir. Enfin, il y a une espèce de chatière pour petits chiens. Donc, la nuit, par contre, elle peut pas aller à l'extérieur. Et donc, ils ont déjà retrouvé le panier mouillé. On suppose que c'est de l'urine. Et sinon, les autres fois, ils trouvent des plaques d'urine près de la porte qui va vers le jardin.
Est-ce Pourquoi que tu lui demandais ça, du coup Ben, je voulais voir si c'était pas plutôt une incontinence du sphincter. Oui, donc ça, c'est une bonne question, hein, effectivement, parce qu'on pourrait se dire, voilà, chez un chien qui est âgé, est-ce que c'est pas justement un chien qui pourrait être incontinent? Et d'ailleurs, c'est vrai que aussi, j'ai pas voulu compliquer les choses, mais le motif à la base de la consultation pour ce chien, c'était mon chien est devenu incontinent. Or là, en fait, si on a quand même de l'urine qui est près de la porte qui va vers le jardin, visiblement, on peut se dire que probablement le chien demande pour sortir, mais que la porte est fermée. Maintenant, ben voilà, il y a des chiens, s'ils doivent uriner, qui peuvent quand même uriner en dormant, et donc là, le panier peut quand même être parfois mouillé. Donc là, si les gens t'avaient répondu uniquement le panier humide, on ne sait pas vraiment faire la différence avec une éventuelle incontinence. Ça, c'est des bonnes questions aussi. Tu aurais pu demander aussi quand elle va à l'extérieur, est-ce qu'elle se met en position, ou est-ce qu'il y a des pertes d'urine quand elle marche. Enfin bon, voilà, on arrivait un peu au même genre de conclusion. est-ce Ok. que quand elle urine, elle urine facilement ou elle a l'air douloureuse ou quelque chose ou quoi? Donc, du coup, les termes médicaux pour dire ça, c'est comment? Ah, est-ce qu'elle présente la strangurie Ok, strangurie ou dysurie. Non, en fait, elle se met en position et elle urine facilement. Enfin, en tout cas, les gens n'ont pas remarqué. Bon, quand c'est à l'intérieur, ils n'observent évidemment jamais la miction, mais quand la chienne est à l'extérieur, euh, bah voilà, elle reste pas en position de manière anormalement longue, elle n'a pas l'air de se plaindre, et donc elle a l'air de faire ça normalement. Est-ce que au niveau des flaques retrouvées dans la maison, il y a des modifications de l'urine, comme par exemple l'urine, est-ce qu'il y a des pointes de sang, enfin, la couleur modifiée par exemple, ou est-ce qu'elle Non, les paraît normale? gens disent que c'est juste des grandes quantités quand même, que ça ressemble un peu à de l'eau, quoi. Il n'y a pas spécialement une mauvaise odeur, il n'y a pas une couleur particulière. C'est un... Ah, on l'a perdu. Oh, je vous entends plus. Ici, on l'a perdu. Ah, on l'a perdu, ok. Ouais, je pense. Ah, voilà. C'est la deuxième fois que ça fait ça. Moi, ça m'a fait ça tout à l'heure. Bah, Voilà. hier, ça nous a fait pareil avec Aurélie Lycène, là. Il n'y a plus que moi qui m'ont mis ma cam, en fait. Non, il y a moi aussi, il y a moi aussi. Ah. Mais moi, je sais pas pourquoi ça marche pas. Moi, j'ai juste la flemme, je vous avoue, je suis hardcore du Nord sur ma gueule. Je suis recordée. Moi, je l'avais pas vu, je l'avais pas branché, mais voilà. Voilà ma tête. Ah, je vous avais perdu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hi Beauty! Ah, ça y est. Bon, Oui, ok. Donc du coup, ah oui, donc l'urine n'a pas une couleur particulière, il n'y a pas d'odeur particulière, il n'y a pas l'air d'avoir de sang dans les urines, donc à part voilà, que c'est un gros volume, les gens ne constatent rien d'autre. Autre question? Après, on peut passer à l'examen clinique et puis c'est comme dans une consulte, des fois vous n'avez pas les questions qui vous viennent comme ça et puis au fur et à mesure de la consultation, bah tiens, je vais pas demander ça, donc Est-ce qu'elle est déjà sous traitement? Est-ce qu'elle prend des traitements? non, c'est un chien qui n'a pas d'antécédents médicaux. Elle est venue vous voir pour des petits vaccins, des choses comme ça, mais il n'y a jamais eu de vraiment de gros soucis de santé. Et elle a été stérilisée il y a longtemps ou non? Elle n'est pas elle est stérilisée. entière. Elle est pas stérilisée? Elle est entière. Non, c'est Non. entière. Ah oui, ok. Bah oui, peut-être faire l'examen clinique, comme ça on Elle a est à, peut-être d'autres questions. juste, elle est à jour niveau vaccin? Oui, oui, elle est en ordre de vaccination. C'est une petite chienne qui est assez bien suivie. Bon, après, voilà, la dernière fois qu'elle était chez le vétérinaire, c'était il y a un an parce qu'il n'y avait rien d'autre depuis. Mais voilà, c'est un chien qui est bien vacciné, bien vermifugé, qui voyage pas à l'étranger. Voilà. Ok. Ok. Du coup, vous voulez faire l'examen clinique alors? Oui. Donc l'examen clinique, il est normal. Donc, ça veut dire que vous me voyez là, en fait, vous?
Non, Non, pas. je vois pas. Non. Ouais. Je pense que c'est ça que je dois faire. Bon, c'est bon là? Oui. La technique et moi, c'est un peu compliqué. Donc, l'examen clinique, on a un examen général qui est normal, en dehors du fait que c'est un chien qui est quand même un peu en surpoids. Sinon, elle a un petit peu de tartre, des petites verrues, l'auscultation est normale, la palpation abdominale est plutôt souple. Voilà, rien de bien particulier au niveau de votre examen clinique. Voilà, voilà. Est-ce qu'on ferait pas, je sais pas, une densité urinaire au cas où? Donc, du coup, vous avez envie, bon voilà, donc du coup, au niveau de votre anamnèse, les gens, globalement, en résumé, vous ont dit le chien urine à l'intérieur, on ne sait pas trop s'il boit plus parce qu'on n'a pas plus d'informations de manière précise. On a peut-être une petite indication qu'il y a un volume urinaire qui semble être important. Sinon, globalement, en dehors de ça, on n'a rien d'autre qui est rapporté de manière significative au niveau de l'anamnèse. Vous m'avez pas trop demandé si mon chien mangeait, avait perdu du poids, des choses comme ça. Bon, a priori, si les gens, si le chien ne mangeait pas, bien souvent ils vous le signalent, mais c'est vraiment les questions de base qu'il faut pas oublier de reposer quand même. Et au niveau de l'examen général, on n'a pas grand-chose, donc du coup, oui, on va partir sur un examen complémentaire. Alors, en général, on vous dit, c'est bien de faire un diagnostic différentiel. Après, pour l'instant, c'est un peu compliqué de faire un diagnostic différentiel parce que vous n'avez pas vraiment encore quelque chose de concret. Donc, on peut effectivement commencer par un examen complémentaire pour essayer de voir un peu plus clair et de voir un peu ce qu'on décide. Et donc, oui, c'est plutôt une bonne idée de proposer de faire une densité urinaire, puisque ça va t'apporter quoi comme information? Bah, s'il concentre bien ses urines ou pas. Oui. Donc, du coup, ça va nous aider de voir si on s'oriente vers peut-être un problème de polyurie polydipsie, si on a une densité urinaire qui est plutôt faible. Après, si on a une densité urinaire qui est plutôt normale, vous allez plutôt vous orienter vers quoi comme possibilité? Bah alors là, on fera une prise de sang plutôt. Après, si ta densité urinaire est normale, ça voudrait juste dire que ton chien visiblement concentre ses urines et peut-être est-ce qu'on est face à peut-être de l'incontinence ou il y a peut-être une infection urinaire quand même. Donc c'est pas pour ça que tu vas pas approfondir quand même plus ton analyse d'urine. Donc, ok, donc du coup, comment est-ce que vous allez prélever l'urine? Est-ce que c'est les gens qui vous en amènent? Est-ce que c'est vous qui allez la prendre? Comment vous vous organisez? Bah le mieux, ce serait de faire une cystosynthèse pour être le plus propre possible. Alors, le mieux, c'est effectivement, tu es sûr que tu as de l'urine. Après, c'est pas toujours le plus facile pour vous de faire la cystosynthèse. Si tu veux une densité urinaire, que ce soit par cystosynthèse, au jet ou par sondage, la méthode de prélèvement va pas modifier ta densité urinaire. Ok. La cystosynthèse, c'est vraiment intéressant pour quel examen? La bactério. Voilà, si tu veux faire une bactério, c'est sûr que la cystosynthèse, c'est vraiment le plus important. Après, si tu veux une analyse de base, moi, par exemple, dans ce cas-là, les propriétaires ont pris rendez-vous. J'ai demandé aux gens, écoutez, comme presque tous les matins, il y a de l'urine à la maison, est-ce que vous pouvez récolter un peu d'urine? Ou bien, juste avant d'arriver à la consultation, si le chien urine, on demande aux gens de passer chercher un petit pot, par exemple, ou de prendre un petit pot à la maison. Ils amènent un échantillon d'urine. Ça vous facilite quand même grandement les choses. Après, bien sûr, tu pourras faire une cystosynthèse, mais il faut que tu aies un échographe. Il faut que tu saches quand même correctement l'utiliser. C'est pas toujours aussi facile. Il faut un patient un petit peu coopératif. Pour faire une cystosynthèse, si c'est le propriétaire qui doit tenir le chien, voilà, c'est pas toujours facile. Et puis après, ok, là on a un chien qui est pas de trop grande taille, mais quand tu as un labrador un petit peu en surpoids et que tu veux lui faire une cystosynthèse, c'est parfois pratiquement un peu plus compliqué, quoi. Donc,
Du coup, je suggère que si en fait le propriétaire peut apporter de l'urine, ça peut quand même vous avancer et c'est un gain de temps, je trouve aussi, parfois pendant la consultation, qui vous apporte un échantillon. Et donc sur cet échantillon, vous pourrez déjà évidemment faire la densité, faire une tigette. Bien sûr, la bactériologie, on sait bien ce que ça vaut sur une urine au jet et encore plus sur une urine ramassée par terre, quoi, hein. Donc, mais par contre, la densité, voilà, ça peut être intéressant. Donc la densité urinaire de notre chien, elle est à 1020. Vous vous rappelez les normes? La densité urinaire normale? 1035. Voilà, en fait, entre 1030 et 1040, c'est considéré comme une densité normale. Un animal qui va être un peu déshydraté, qui n'aura pas bu, il peut être à 1040, 1045, voire plus forcément si on a un chien qui n'a pas eu accès ou un chat qui n'a pas eu accès avec de l'eau. Et donc là, 1020, du coup, on est un peu trop bas. Alors, qu'est-ce que vous pouvez tirer rien qu'avec déjà ça comme première conclusion? C'est qu'il y a un problème au niveau rénal, il se concentre pas bien. Mais pas forcément au niveau rénal, c'est que ton chien boit trop. Donc, on a une densité urinaire qui est anormale. Les gens rapportent effectivement qu'il y a des gros volumes urinaires à la maison. Ça colle bien avec ce que les gens expliquaient. Et donc, on est peut-être face à une hypothèse qu'on a un chien qui boit plus et qui urine plus. Alors, soit il urine plus et du coup il boit plus, soit il boit plus et il urine plus, ça on ne sait pas encore. D'accord? Donc, si tu dis un problème rénal, tu vas restreindre tout de suite ton diagnostic différentiel à une pathologie et ça, c'est pas tout à fait correct. Donc, du coup, la première chose qu'on se dit, OK, on a une densité à 1020, on a un chien, les gens ont dit peut-être il boit plus et ça a l'air de se confirmer avec la densité urinaire qui est basse. Et donc, vous pouvez déjà vous dire, donc probablement, ici, je suis face à un chien qui présente une polyurie polylipsie. Et là, par contre, on peut partir sur un diagnostic différentiel avant de faire d'autres examens. D'accord? Donc, du coup, c'est quoi votre diagnostic différentiel pour un chien qui a une PUPD? On va vous le demander 1000 fois, cette PUPD, le DDX, tout ça, mais c'est important de la connaître. Soit ça peut être J'ai pas compris, en fait. Diabète sucré, Cushing. OK, donc du diabète sucré, un Cushing. Ça peut être comportemental. Comportemental. On va dire que comportemental, c'est vrai que c'est plutôt chez des tout jeunes chiens ou des très très vieux chiens, mais c'est vrai que c'est vraiment ce que tu vas mettre en bas de ta liste. Parce que quand tu n'as rien trouvé, tu te dis, bon, peut-être c'est comportemental parce que j'ai pas d'autres explications. Mais donc, clairement, sur un chien de 10 ans, c'est quand même pas en numéro 3 de ta liste. Oui, oui, c'est sûr. Maladie rénale chronique. Donc, maladie rénale chronique. Et donc, ça, c'est bien que tu précises maladie rénale chronique, parce que forcément, si on était dans une phase aiguë, ton chien n'aurait pas la même présentation clinique. Un chien qui a une insuffisance rénale aiguë, il ne mange pas, il est abattu, il vomit. Si on a un chien qui va plutôt bien, qui se présente à la consultation, et donc on serait plutôt, si on a un problème rénal, face à une maladie rénale chronique, exact. Il y a une dizaine des causes de PUPD, donc là, vous m'en avez donné 4. Un kilomètre. Kilomètres, voilà, on n'oublie pas que notre chienne, elle n'est pas stérilisée. Addison? Non, je suis pas sûre. Addison, il est dans la liste, dans le DDX de la PUPD. Après, clairement, tu peux normalement pas suspecter un Addison et un Cushing sur ton même patient, puisque c'est quand même deux maladies qui sont opposées, puisque tu as un hyper et un hypoadrénocorticisme. Et du coup, c'est vrai que si tu cherches un Cushing et tu trouves un Addison, il y a peut-être un problème dans ton anamnèse. Mais donc, si on parle de la PUPD au sens large, oui, de l'Addison, en fait, on peut le mettre dans la liste. Une hypercalcémie? Une hypercalcémie, on n'oublie pas, c'est un chien de 10 ans quand même. Alors, c'est vrai qu'avec une hypercalcémie, ils n'ont pas trop une présentation clinique au top de leur forme, hein. Bien souvent, on a des chiens qui sont anorexiques, abattus, etc. OK. Pyélonéphrite. Pyélonéphrite, OK. Un problème au niveau du foie, hépatique. Donc, un problème au niveau du foie. Prise de cortico. Oui, donc tu as dit tout à l'heure, tu as parlé du Cushing, donc là c'est
elle est corticoïde endogène. Évidemment, si votre patient est sous corticoïde, que vous avez oublié que vous lui avez donné les corticoïdes, ben, vous comprendrez probablement pourquoi votre chien boit plus, quoi. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être exogène. Ok. Après, dans les autres troubles ioniques, vous avez dit l'hypercalcémie, Hypokaliémie? hypokaliémie, ok. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Vous avez dit insuffisance hépatique. Chez le chat, ça va être un chat. Qu'est-ce que vous auriez mis aussi dans votre diagnostic différentiel? Hyperthyroïdie. Hypo ou hyper? Hyper. Très bien. Donc hyperthyroïdie. Donc n'oubliez pas, donc chez les chats, voilà, c'est pas que ça n'existe pas. Hein, je n'oserais pas dire que ça n'existe pas, mais c'est quand même extrêmement rare. Donc les chiens font des hypothyroïdies, les chats des hyper. Donc ça donne de la PPD chez les chats. Ok. Je pense que vous avez tout dit, plus ou moins. Ok. Donc, du coup, chez votre patient, quand vous pensez aux différentes choses que vous m'avez dites, qu'est-ce qui pourrait coller chez votre chien? Là, de nouveau, au niveau de l'anamnèse, vous pouvez repréciser quelques petites choses, hein, parce qu'il y a quand même des grosses questions que vous n'avez pas posées, quoi, hein. On a Donc, si dit qu'il vous avez- mangeait plus ou pas? Pardon? Vous avez dit qu'il mangeait pas plus? Non, les gens n'ont pas rapporté, vous m'avez pas demandé s'ils mangeaient plus, moins ou s'ils mangeaient pas. Donc, on a un chien qui a un bon appétit, qui a toujours bien mangé. Si les gens donnent plus, ils mangeraient plus. Là, juste qu'ils font un peu attention à pas laisser le chien manger trop parce qu'elle est déjà en surpoids. Mais les propriétaires disent que s'ils donnent un repas de plus, elle mangerait bien un repas de plus. Du coup, dans la liste des médicaments, des pathologies que vous avez citées, là, qu'est-ce qui pourrait quand même déjà ressortir chez ce patient? Est-ce qu'il pourrait avoir une hypercalcémie? Bah, non, comme elle a l'air en forme, la chienne, comme vous avez dit, ça on peut l'éliminer, quoi. Ok. Disons que je l'éliminerai peut-être pas complètement, mais je ne vais peut-être pas y penser en premier parce qu'en général, un animal hypercalcémique, il a une tumeur, c'est pour ça qu'il est hypercalcémique. Et en général, l'hypercalcémie, ça donne des nausées, ça donne pas envie de manger. Donc les animaux sont quand même en général en mauvais état général, vomissent, sont anorexiques, quoi. Donc visiblement, c'est pas du tout rapporté en fait chez notre patient. Alors, une insuffisance hépatique, est-ce que c'est possible? Ici, les palpations abdos, elle n'était pas douloureuse. Ok, si je prends un chien qui a un shunt portosystémique, il a une palpation qui ne sera pas douloureuse non plus, hein. Si tu as un chien qui a une cirrhose, il n'aura pas une palpation abdominale douloureuse. S'il a une tumeur au foie, peut-être qu'il peut avoir un abdomen inconfortable. Et encore, tu ne vas pas forcément palper la masse non plus, quoi. Donc, c'est pas sur base. Donc, en général, un chien qui a une insuffisance hépatique, il y a quand même de l'amaigrissement qui est rapporté. De nouveau aussi, mon chien est en surpoids, mais il était peut-être encore plus gros avant. Vous m'avez pas non plus trop demandé s'il avait maigri. Donc ça, c'est aussi des questions qui sont quand même assez importantes, hein. Donc visiblement, ici, les gens n'ont pas encore observé d'amaigrissement, donc c'est pas trop rapporté. Est-ce qu'il pourrait avoir un Cushing? C'est quoi les symptômes d'un Cushing? On va pouvoir avoir des modifications au niveau des poils et de la peau. Ok. Donc, des lésions cutanées, donc quoi comme lésions cutanées? On peut avoir Alopecie latérale. Alopecie, bilatérale, symétrique, non prurigineuse. Est-ce qu'ils ont tous ça, les Cushing? Non. Dans Ok. un cas Qu'est-ce qu'ils ont d'autres comme symptômes? polyurie, polydipsie, Polycysée, ouais. Polyphagie. Ici, ok. Polyphagie. augmentation du volume abdominal. Ok.
Donc, c'est les chiens qui ont plutôt tendance à avoir un bon appétit. Hein, c'est comme si vous donnez de la cortisone à un patient, ben, l'appétit est plutôt augmenté. On n'a pas vraiment d'amaigrissement. On peut avoir une modification au niveau de la morphologie parce que vous avez une redistribution des graisses et donc c'est pour ça qu'on parle un peu d'un abdomen pendulaire. Mais attention, hein, ils n'ont pas tous ces symptômes-là, hein. Donc certains patients, surtout si les gens, c'est pareil, si les gens viennent vous consulter parce que ça fait 6 mois que le chien a des symptômes ou si ça fait 1 mois que le chien a des symptômes. Et donc parfois, si les gens viennent vous consulter au bout de quelques semaines, il peut y avoir que de la PUPD avec un appétit qui est plutôt bon. Un chien qui a tendance à facilement prendre du poids, donc ça pourrait quand même coller aussi avec notre patient, quoi. Ok. Alors ensuite, vous avez dit diabète sucré, est-ce que c'est possible? Oui, parce qu'il a PUPD. Non, il a pas maigri. Attention, hein, donc, vous avez ce qu'il y a en théorie dans les livres, et puis après, il y a la vraie vie, quoi. Donc, de nouveau, c'est pas la même chose si vous avez un patient qui vient vous consulter au bout d'1 mois ou au bout de 6 mois. Après, vous avez des propriétaires, parfois leur chien perd 5 kilos et ils ne s'en rendent pas toujours bien compte parce qu'ils voient le chien un peu tous les jours. Vous avez vu le chien en concession il y a 1 an, donc vous avez demandé que le chien soit mis au régime, donc c'est parfois difficile d'estimer. Donc, je ne mettrai pas un diabète sucré de côté parce que les gens n'ont pas suffisamment rapporté que le chien a beaucoup maigri. Les gens ont constaté que depuis 3-4 semaines, les symptômes. Donc, au début, il y a eu un accident, puis un deuxième, et c'est seulement depuis 10-15 jours que ça devient vraiment embêtant, que c'est vraiment presque tous les jours qu'il y a de l'urine. Donc, on est quand même dans un contexte qui est assez rapide par rapport à la consultation. Donc, c'est quoi les trois grandes lignes du coup de symptômes que présente la diabétique? Tu avais dit, tu as pensé évidemment à l'amaigrissement et tu as tendance à te dire, ben non, elle n'a pas maigri, donc je vais mettre le diabète de côté. Donc, il y a l'amaigrissement, la polyurie, polydipsie, et quoi d'autre? Polyphagie. La polyphagie. Ici, bon, voilà, tous les diabétiques ne sont pas hyper polyphages. Les diabétiques, en général, ils gardent un bon appétit, voire ils ont très faim. Et c'est vrai qu'il y a des diabétiques qui sont affamés. Et puis, il y en a d'autres qui gardent un appétit qui est tout à fait bien, sans que ce soit exacerbé, que ça choque le propriétaire. Donc, un diabète sucré, c'est possible aussi chez notre patient. Une insuffisance rénale chronique, est-ce que c'est possible? On aurait. Enfin, après, pareil, est-ce qu'on n'aurait pas des épisodes de vomissement rapportés, mais on l'a pas demandé? Non, voilà, vous m'avez pas demandé, mais donc non, vous m'avez quand même demandé sinon si elle allait bien et je vous ai pas dit qu'elle avait vomi, donc elle n'a pas vomi. Maintenant, les premiers symptômes d'une insuffisance rénale chronique, c'est la polyurie, polydipsie. Après, au bout de plusieurs mois, quand la maladie évolue, effectivement, on va avoir de la dysorexie, de l'amaigrissement, voire de l'anorexie, des vomissements, mais voilà, au début de la pathologie, on ne peut pas non plus exclure ce genre de pathologie. Un pyomètre, est-ce que c'est possible? Une atteinte de l'état général, non? Alors, on dit qu'avec un pyomètre, on peut avoir tout et n'importe quoi comme symptôme. Donc, la plupart des chiennes avec un pyomètre vont effectivement être abattues. Donc, on a parfois des chiennes avec une métrite. Si le col est ouvert, elles sont en meilleur état général. Après, si le col est ouvert, à votre examen clinique, vous auriez dû observer un écoulement vulvaire, ce qu'on n'a pas observé. Et donc, c'est vrai qu'un pyomètre, c'est effectivement peu probable parce qu'on a un chien qui a un très bon état général. Donc, on ne va peut-être pas y penser en premier. Il faut quand même garder en tête que votre chienne, elle n'est pas stérilisée. D'accord? Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on fait un peu pour essayer de préciser les différentes possibilités que vous m'avez données? On peut Bah, on peut investiguer. J'entends pas bien parce que vous avez parlé à plusieurs en même temps. Du coup, tu disais, Moi, je proposais de faire une prise de sang pour voir un petit peu ce qu'il en est. ok. Quelqu'un propose autre chose? On va faire une glycémie peut-être. Ouais. Donc ça, c'est dans la prise de sang. On va faire un bilan
Ouais, c'est vrai. un peu étendu puisque on veut éliminer quand même une insuffisance rénale, on veut quand même avoir son calcium, on veut avoir les paramètres du foie, on veut avoir l'hémato pour un éventuel métrite notamment, et puis pour un diabète, on veut le sucre, et donc on va faire un bilan sanguin complet. Et on va aussi faire quoi d'autre comme examen complémentaire qu'on a déjà commencé? Bah, l'examen spécial urinaire, non? Oui, donc l'analyse d'urine, vous avez fait que la densité, hein, donc il y a quand même d'autres trucs intéressants sur l'analyse d'urine, quoi. Donc l'analyse d'urine, vous allez faire donc du coup une tigette, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez savoir sur la tigette? Le pH de l'urine? Ok, on a un pH à 7. pH à 7, ça veut dire ça indique la présence de bactéries, non? Bah, après, quand tu as des bactéries, tu auras tendance à avoir un pH plutôt basique, mais un pH à 7, ça ne veut pas forcément dire que tu as des bactéries, quoi, hein. Donc, le pH Ouais, normal, c'est combien le pH normal? moi j'aurais dit 5. Ouais, c'est plutôt 6, mais après, voilà, parfois. Après, clairement, la tigette urinaire, c'est un peu parfois subjectif parce que c'est une coloration que vous estimez avec les petits paramètres de couleur. Et donc, voilà, un pH à 7, ça va pas vous dire quelque chose. Un pH à 8, 9, bon là, clairement, on est vraiment trop basique. Il faut quand même vérifier. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre sur la tigette? Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur une tigette? Les protéines. Les protéines. Donc là, c'est une urine qui est rapportée, qui est ramassée au jet. Donc, sur une tigette, bah, Mm. il va y avoir une ou deux croix de protéines. Ça va pas être forcément anormal. Si tu veux avoir un examen plus précis au niveau du dosage des protéines, qu'est-ce que tu vas demander alors sur l'urine? Le truc là. Ah, où on met. Quoi ça s'appelle? C'est le truc où on regarde dedans, là, non? Ah non, le truc que tu regardes dedans, c'est la densité urinaire. Après, tu as Ah oui. aussi un Mais dosage non, des mais on peut faire protéines, une. mais sinon, tu envoies au laboratoire et tu demandes le rapport protéines créatinine urinaire. C'est tout. Donc là, ils vont te doser pour voir si effectivement il y a une perte significative de protéines dans tes urines, quoi. Donc la tigette te donne une indication. Maintenant qu'on s'est pris au jet, ben, c'est à interpréter avec prudence, quoi. Mhm. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre sur une tigette qui est très intéressant? Le glucose? Le glucose, ok? Donc chez notre patient, ben, le glucose, il est plus. Désolé, ça a coupé. Il est quoi le glucose? D'accord. Ouvert. Glucose, oui. Donc on a une glucosurie marquée. Alors est-ce que c'est normal? Non. Bon, Non, c'est pas toujours pas. normal. Ok, c'est toujours pathologique. Du coup, qu'est-ce que vous allez regarder d'autre sur la tigette qui est juste à côté du glucose, qui est Quel est important aussi à savoir? L'accord cétonique, Les d'accord? corsétonies? Ouais, l'accord cétonique. Voilà. Mais après, bon, c'est vrai, quand on a la tigette en main, c'est plus facile quand vous n'avez pas encore l'habitude d'avoir des tigettes en main, vous ne voyez pas trop ce qu'il y a dessus. Et donc là, c'est négatif, ok? Donc là, on est rassuré déjà. Donc les premières conclusions, c'est qu'on a un chien qui est en PUPD et qui a de la glucosurie. Vous avez déjà plutôt bien avancé. Vous n'avez pas encore dépensé beaucoup de sous là, hein. Donc, est-ce que les gens ils vous ramener de l'urine et vous avez fait une densité et une tigette, hein. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas ruiné les propriétaires, hein. Donc, du coup, quelle première conclusion vous pouvez tirer? Bah, déjà qu'on a. Est-ce que du coup, il y a déjà une pathologie pour vous qui est en train de ressortir? Oui, le Diabète. diabète. Voilà. Donc, vous avez fait un diagnostic différentiel. Vous avez listé les possibilités. Il y a votre diabète sucré qui apparaît dedans. Vous faites un premier examen complémentaire. Et là, vous avez l'indication qui pourrait quand même bien aller avec un diabète. Alors peut-être que votre patient il a plusieurs pathologies, hein, ça peut arriver qu'il ait plusieurs choses. Enfin bon, c'est plutôt rare qu'on ait deux maladies qui se déclarent en même temps. Ça veut dire qu'on va quand même faire d'autres examens complémentaires pour confirmer les choses, mais pour l'instant, c'est quand même fort suspect.
votre chien ait un diabète. Donc, il y a quand même une autre cause de glucosurie possible. Donc, on peut avoir une glucosurie quand on a un diabète sucré, mais il y a aussi une autre pathologie où on pourrait avoir une glucosurie qui n'est pas du diabète. Un problème rénal? Oui. Donc, À quel niveau du rein? Au niveau du glomérule. Une chance sur deux, en fait. Donc, c'était pas le glomérule. Et donc, c'est au niveau des tubules. Des tubules. D'accord? Donc, si votre patient a une tubulopathie, d'accord, bah, ces tubules c'est là où le glucose est réabsorbé. Si vous avez une tubulopathie, bah, le sucre n'est pas trop élevé dans le sang, il va quand même passer à travers les tubules et se retrouver dans l'urine. Dès que vous avez du sucre dans les urines, il y a un effet osmotique, du coup, il y a une augmentation du volume urinaire et du coup, un patient qui boit plus. Donc, un chien qui a une tubulopathie ou un chien qui a un diabète sucré, il va avoir la même présentation clinique. D'accord? Ça veut dire que vous ne pouvez pas conclure sur base de l'analyse d'urine que votre chien a un diabète sucré parce qu'il pourrait avoir une tubulopathie. Donc, quel est l'examen complémentaire que vous faites pour confirmer en fait que votre chien a un diabète? On peut faire une glycémie, non? Une glycémie, d'accord? Si vous avez une tubulopathie, votre glycémie, elle est normale. Votre chien laisse les tubules laissent passer du glucose alors qu'il ne devrait pas, et on a par ailleurs une glycémie qui est normale. Un diabétique, en fait, il a ces tubules qui fonctionnent très bien, puisque c'est justement le seuil de réabsorption rénale qui est dépassé, et donc le sucre, le trop plein, on va dire, de sucre passe au niveau des urines. Donc il suffit de faire alors une glycémie, et donc là vous pouvez utiliser un glucomètre dans votre cabinet, et rapidement vous pouvez du coup savoir si votre chien est diabétique ou pas. Dans notre cas, on a une glycémie qui est à 400 mg par décilitre. Donc la norme, c'est entre 80 et 120 mg par décilitre. Après, il y a des labos qui parlent en millimoles par litre. Donc bon, voilà, ça dépend évidemment des unités que vous utilisez. Les petits glucomètres que vous avez en cabinet, c'est en milligrammes par décilitre, la plupart en fait. Après, voilà, soit c'est en millimoles par litre. Moi, j'ai l'habitude de travailler en milligrammes par décilitre, et donc quand on me présente une valeur en millimoles par litre, je suis un peu embêtée. Et donc après, je vais faire la conversion pour l'avoir dans l'unité. J'ai quand même une bonne idée de la glycémie. Et là, Vous pouvez me dire juste les normes de la glycémie, s'il vous plaît? donc en milligrammes par décilitre, la norme, c'est entre 80 et 120. Merci. Et là, ici, notre chien, il est à 400. Il faut savoir aussi que les glucomètres qu'on utilise en cabinet, ils ont tendance un petit peu à sous-estimer la glycémie. Donc en général, si vous envoyez le même sang au laboratoire, au labo, le dosage de la glycémie va être encore un peu plus élevé que ce que vous avez sur vos glucomètres. Donc ça veut dire que là, en fait, on peut déjà faire un diagnostic chez notre patient que notre chien, en fait, a un diabète sucré. Et là, franchement, on n'a pas dépensé beaucoup de sous, hein. Donc on a fait une analyse d'urine, les gens nous ont apporté l'urine, hein, on n'a pas fait de cystosynthèse. Et on a également fait une glycémie. Donc une glycémie, bah, voilà, je pense que ça a coûté 5 €, un truc comme ça. Et on sait déjà un peu ce qui se passe. Donc si vous êtes un peu short budget, bah, c'est intéressant évidemment. C'est pour ça qu'on vous embête assez bien à faire des diagnostics différentiels. Parce que si vous avez un propriétaire qui ne peut pas faire trop d'examens complémentaires, il doit faire un peu attention. C'est pas pour ça que vous n'allez pas chercher à aider son animal. Et vous serez confronté quand même régulièrement à ce problème-là, parce qu'en pratique privée, malheureusement, c'est le frein numéro 1, c'est combien ça coûte de faire tout ça. Quand vous voyez les patients à la clinique, bah souvent ils ont été référés, ils viennent, on fait plein d'examens complémentaires parce que les gens sont là pour ça, quoi. Vous ne voyez pas les patients de première ligne, ça vous les verrez quand vous faites votre stage en extérieur de la clinique. Globalement, bah, il y a toute une série de clients qui ne viennent pas parce que pour des raisons X ou Y, c'est un peu compliqué éventuellement de faire trop de frais. Et donc, si vous prenez cette habitude de faire un diagnostic différentiel, vous allez du coup sélectionner les examens complémentaires de choix. Maintenant, clairement, vous n'avez pas une boule de cristal. Et donc, à un moment donné, il faudra quand même dire aux gens, voilà, moi, je ne peux pas, juste en posant mes mains sur votre animal, savoir s'il est diabétique, s'il est Cushing, s'il est hypercalcémique ou quoi, hein, ce serait un peu facile. Et des fois, vous devrez dire aux gens, non, je suis obligée de faire des examens complémentaires.
Mais c'est sûr que si vous pouvez cocher un bilan complet qui coûte peut-être 70 €, ben, vous, ça vous arrangera évidemment d'avoir toutes les informations, mais peut-être que le propriétaire derrière, c'est trop cher pour lui, quoi. Et donc, si vous devez au laboratoire, vous pouvez cocher soit des bilans complets, soit vous pouvez cocher les paramètres que vous souhaitez rechercher. Et donc, si vous avez un propriétaire qui est vraiment très limité, ben, vous pouvez par exemple dans ce cas-ci peut-être cocher voilà le sucre, les paramètres du rein, le calcium, comme ça on limite un peu. Et quand vous envoyez du sang au laboratoire, le laboratoire va garder le sang en fait pendant allez, 4-5 jours. Et du coup, si bah, dans ce qu'on vous a transmis comme résultat, vous n'avez pas la réponse à vos questions, vous pourrez toujours redemander des analyses complémentaires, peut-être quitte à finalement arriver à un bilan complet si vous n'avez pas vos réponses. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on ne vous parle pas trop souvent de l'aspect financier, mais c'est vrai que moi qui suis une clinicienne qui travaille en privé et à la clinique, j'ai les deux clientèles vraiment différentes. Qu'à la clinique, on ne se pose pas trop de questions, on fait un bilan d'office complet, mais qu'en privé, ben, on n'est parfois confronté à des gens mais qui sont dans des situations qui sont peut-être compliquées et que donc il faut faire un peu attention parce que si je dépense tout pour les examens complémentaires, après j'ai plus de sous pour le traitement. Donc dans ce cas-ci, voilà, on pourrait déjà avec pas beaucoup d'examens avoir un diagnostic qui est clair. Ça va? Maintenant, clairement, l'idéal, c'est d'avoir un bilan complet quand même. On a un patient qui est gériatrique, elle n'est pas stérilisée, elle a 10 ans, on aimerait quand même bien savoir si tout le reste est OK. Et donc, si on peut avoir un bilan un peu plus étendu, ben, on serait quand même content. Et donc là, c'est ce qu'on a fait. On a envoyé quand même un bilan un peu plus étendu au niveau sanguin. Et il n'y a pas grand-chose qui est ressorti d'autre, à part une confirmation d'une glycémie qui est élevée, un cholestérol qui était un peu augmenté, des paramètres hépatiques qui sont un peu modifiés parce que ben, on a tout le métabolisme lipidique qui est modifié. Et sinon, une hémato normale, calcium normal, paramètres du rein normal. D'accord? Vous pourriez éventuellement aussi. Oui. J'avais juste une question quand vous parlez au niveau financier. Par exemple, ici, quand on vous amène le chien et qu'on leur dit, vous nous ramenez de l'urine un autre jour, et vous avez quand même fait l'examen clinique, vous leur faites quand même payer la consultation, du coup, ou alors vous faites pas Moi, ce que je fais, c'est que si je sais que les gens ont pris rendez-vous pour ce motif-là, je vais dire aux gens, ben, le jour où on se voit, donc demain ou après-demain, quand vous venez, vous prenez de l'urine avec vous. Donc, ils arrivent à la consultation avec l'urine, quoi. Oui, non, mais du coup, vous leur faites pas payer 2 consultes. Mais non, parce ils viennent avec l'urine le jour de la consultation. Ah oui, d'accord, ok. Oui. En fait, l'avantage quand tu travailles sur rendez-vous, tu peux un peu, et c'est vrai que bon, pour l'instant, c'est une situation où tous les vétérinaires travaillent sur rendez-vous parce que le Covid, on n'a pas trop le choix, en fait. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours travaillé sur rendez-vous, et comme ça, je sais un peu ce qui m'attend, en fait. Et donc, au début, quand on commence à travailler, qu'on n'est pas encore super à l'aise pour faire des consultations, ben, on aime un peu savoir sur quoi on va tomber, pas avoir un peu des surprises face au propriétaire où on se dit, qu'est-ce que je vais faire? Et donc là, c'est vrai que dans les structures où j'ai travaillé, même au début que je travaillais, ben, en fait, j'essayais un petit peu de savoir par téléphone. Je faisais une mini anamnèse, hein, je faisais pas une demi-heure au téléphone avec les gens, mais voilà, si je savais un peu le motif, j'essayais de venir, de demander aux gens d'apporter de l'urine. Maintenant, du coup, le fait de refaire payer une consultation ou pas, ça va dépendre des politiques de structure où tu travailles. Il y a des structures qui vont estimer, bah oui, si les gens reviennent, que tu repasses de nouveau 20 minutes ou une demi-heure à faire une analyse, à reparler avec les gens, bah, c'est une deuxième consultation. C'est parfois une procession de contrôle. Maintenant, voilà, moi, ça m'arrive parfois que j'ai une consultation et j'aimerais bien avoir de l'urine, le chien n'est pas coopératif pour une cysto, les gens l'ont laissé faire pipi sur le parking avant d'arriver, ça arrive quand même aussi très souvent. Je vais parfois demander aux gens de m'apporter de l'urine. Et donc, ils viennent juste déposer le pot devant le cabinet. Et puis, j'analyse l'urine à un moment où j'ai le temps, ou éventuellement, j'envoie directement au laboratoire et je n'y passe pas du temps. Donc, à ce moment-là, je ne vais pas refacturer quelque chose au propriétaire. Mais ça, je pense que c'est un peu à chacun de gérer ce côté-là comme il lui semble le mieux, quoi. Ok. D'accord? Donc, du coup, en fait, ben là, on est arrivé à un diagnostic. Donc, là, je voudrais plus qu'on s'attarde sur le traitement en fait de ces patients-là. Donc, vous allez expliquer aux gens, ben voilà, votre chien a un diabète.
Je pense que c'est important d'expliquer au propriétaire dans les grandes lignes c'est quoi un diabète, parce que si le propriétaire comprend quand même la pathologie, il va mieux traiter, enfin mieux gérer en général son animal. Si le propriétaire comprend pas bien c'est quoi le diabète, dans des situations où il y a peut-être quelque chose d'inhabituel qui arrive, il risque d'avoir des mauvais réflexes. Donc je prends un petit peu de temps en fait. Donc là je fais revenir les gens à la consultation. Je leur explique pas par téléphone. Et je leur explique en 2 mots, en fait, c'est quoi la maladie, voilà, en fait, et en quoi va consister le traitement. Du coup, en quoi va consister le traitement? Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer? Qu'est-ce que vous allez donner comme traitement à votre patient? Bon, on va mettre en place une insulinothérapie. Donc, la première chose, c'est de devoir mettre une insulothérapie. Donc, il va falloir expliquer au propriétaire que malheureusement, l'insuline, ça ne se mange pas et qu'il va falloir faire des injections. Ok, donc, première chose, vous allez parfois être confronté à un propriétaire qui peut pas bien réagir, stress, les piqûres, voilà, aïe aïe aïe, ça va jamais aller. Donc c'est aussi votre rôle de rassurer le propriétaire, comme quoi, ben, bon voilà, tous les propriétaires de chiens diabétiques, ils font l'injection eux-mêmes et que ça se passe très très bien. Donc vous allez devoir apprendre au propriétaire à faire une piqûre, quoi. Vous n'allez pas lui prescrire son insuline et ses seringues et lui dire voilà, il faut faire autant à tel moment et il faut montrer aux gens comment faire la piqûre. Hein. Donc il y a des petits travaux pratiques à faire avec le propriétaire et c'est vraiment important puisque c'est lui qui va faire les injections. Et donc s'il ne les fait pas correctement, bah, après il va dire que c'est votre traitement qui ne fonctionne pas. Donc c'est important d'y consacrer un petit peu de temps. Donc l'insuline, et vous connaissez ce qu'il y a comme insuline? Qu'est-ce qu'on va prescrire? Action lente. Oui. Est-ce qu'on a beaucoup d'insulines différentes en médecine vétérinaire? Pas trop, hein. Non. Il y en a deux. Il n'y en a qu'une, en fait, donc c'est facile. Vous connaissez, vous avez déjà entendu, vous avez déjà vu des patients diabétiques ou pas? Ou c'est Le caninsulin, non? qu'un insulin? Donc c'est assez simple, c'est qu'on n'a qu'une seule insuline vétérinaire, c'est la caninsuline. Je pense que, enfin, il y a quelqu'un d'autre qui a parlé d'une deuxième. Peut-être que vous pensez à Lactrapie. Oui, c'était ça, c'est la réaction. Donc, Lactrapie, c'est celle qu'on va utiliser plutôt dans des situations d'urgence. Et là, donc, du coup, Lactrapie, c'est un médicament humain, par contre. Donc, y a pas, on n'a pas d'insuline à action rapide en médecine vétérinaire. Donc, Lactrapie, elle est humaine. On a le droit d'utiliser. Vous n'allez pas l'utiliser dans la gestion classique du diabète. Vous allez l'utiliser quand on a des patients qui sont en situation de diabète cétoacidosique, mais pas dans le cas dont on parle nous, quoi. Donc, l'insuline, c'est facile. Il n'y en a qu'une, c'est la caninsuline. Et c'est la même qu'on utilise chez le chien et chez le chat. Donc, vous avez déjà eu des patients diabétiques ou vu donc il y a deux façons de prescrire la caninsuline. Vous avez soit le petit flacon avec la seringue qui va avec, soit vous avez le système du VetPen. Donc en fait le VetPen c'est un petit stylo dans lequel sont mises des petites ampoules d'insuline. L'avantage de ce système-là, en fait, c'est que il y a une petite roulette sur laquelle on règle la quantité d'insuline qu'on veut injecter. Et donc, il y a un système d'amorçage, et donc les gens doivent amorcer en fait le petit appareil, et donc l'appareil va prélever, si vous avez mis 3 unités ou 4 unités, va prélever la quantité d'unités que vous avez prescrit. Et après, bah, il faut quand même piquer, hein, donc il faut faire la piqûre dans tous les cas. Et les gens appuient sur un petit bouton et ça injecte l'insuline. Le système classique, c'est vous avez votre flacon d'insuline et vous avez une aiguille et les gens prélèvent eux-mêmes en fait la quantité d'insuline que vous souhaitez. Donc la firme qui fait le VetPen, c'est la firme qui produit la canne d'insuline et donc ils ont des tutoriels là, sur internet qui sont très bien faits qu'on peut donner aux gens et du coup ils vont regarder comment les explications, comment utiliser l'appareil, comment injecter. C'est très didactique pour les propriétaires. La seule chose à savoir, c'est que le VetPen, forcément, ils doivent l'acheter. Donc ce petit appareil coûte quand même une soixantaine d'euros. Ça s'ajoute au budget et les petites ampoules de caninsuline qui sont mises dans le VetPen sont également plus chères.
que les ampoules classiques. Donc, on a un budget qui est plus cher de 10 à 15%. Donc, ça, c'est aussi, si vous avez un propriétaire qui est un petit peu limité au niveau de son budget, il vaut mieux pas proposer ce genre de produit. C'est intéressant, par exemple, pour des personnes plus âgées, parce que on évite le facteur d'erreur d'une quantité qui serait pas correctement prélevée. C'est la seule chose, quoi. Donc, c'est vrai que moi, j'aime pas trop ce système-là, mais c'est juste parce que je suis habituée au système classique, à l'ancienne, on va dire. Et donc, j'ai tendance à pas le prescrire. Il y a des vétérinaires qui le prescrivent tout le temps, donc ça sera un peu à vous de voir quel système vous trouvez bien et que vous allez conseiller à vos clients. Donc ça sera un peu à vous de voir. En général, quand vous vous installez, les délégués aussi viennent vous expliquer comment ça fonctionne, ce système-là. Mais bon, voilà. Donc, ok. Donc, l'insuline, vous allez la prescrire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le traitement? La perte de poids. Bah là, moi, je conseillerais quand même une Ovario pour la chienne. Ok. Est-ce que l'Ovario, c'est recommandé? Est-ce que c'est conseillé, recommandé ou est-ce que c'est nécessaire? Bah, disons que je pense que c'est nécessaire pour le cycle, parce que quand elle est sous influence de la progestérone, il y a des problèmes avec l'insuline, quoi. Et c'est quoi les problèmes avec l'insuline alors, à ce moment-là? Euh, Ça fait que alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est les cellules qui sont moins sensibles à l'insuline. Oui, très bien. Donc, ça entraîne une résistance à l'insuline. Donc, quand la chienne, en fait, va rentrer en chaleur et rentrer en phase progestéronique, donc là, c'est bien. Tu t'as bien expliqué que c'était en raison de la progestérone. En fait, elle peut devenir résistante à l'insuline. Et donc, on peut se retrouver dans une situation où tu as beau injecter de l'insuline, la chienne ne répond pas, en fait. Et donc, si tu as un chien qui répond pas à l'insuline, elle va rentrer en diabète cétoacidosique, elle peut rentrer dans le coma et elle peut mourir. Donc, du coup, la stérilisation, c'est obligatoire. Donc, les propriétaires, ils n'ont pas trop le choix, en fait. Donc, il faut leur dire que la stérilisation, c'est absolument nécessaire. Parce que si on ne la stérilise pas, lors des prochaines chaleurs, quand elle va rentrer en phase progestéronique, on va être vachement emmerdé. Donc ça, c'est vraiment primordial d'expliquer aux gens que, en raison des hormones, on ne va pas rentrer dans les détails avec le propriétaire, mais il faut qu'ils comprennent pourquoi est-ce que vous voulez stériliser le chien alors qu'il a un diabète. Les gens ils se disent, oh là, ça part dans tous les sens, je comprends rien. Donc clairement, il faut expliquer aux gens la raison pour laquelle il faut la stériliser, c'est celle-ci. Et donc, c'est pas ce serait mieux, c'est que c'est indispensable. Donc clairement, moi, mon discours, c'est on stérilise la chienne ou je traite pas le diabète, quoi. Parce que, voilà, à un moment donné, c'est sûr qu'on va aller dans le mur. Et si on a un chien qui doit être hospitalisé pour un diabète compliqué, les frais vont être nettement plus importants que si on avait pris les choses correctement. Donc, voilà, le budget, il est non négociable à ce niveau-là. Il faut absolument stériliser le chien. En fait. C'est vraiment primordial. D'accord? Donc là, chez notre chienne, ce sera quelque chose qui sera indispensable à faire. Et du coup, on reparlera juste après de comment est-ce que vous allez mettre ce chien à jeun, puisque c'est un diabétique, donc c'est un peu plus particulier chez eux. Et surtout, comment est-ce que vous allez la stériliser. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Donc on a dit l'insuline, il faut la stériliser. Et il y a encore une troisième ligne qui est importante dans le traitement. La Nutritionnel. gestion du poids. La nutrition, en fait. Donc, la nutrition, comme tu le précises, Gavin, c'est 50% du traitement. Donc, si votre chien reçoit de l'insuline, mais qu'il mange n'importe quoi, ça n'ira jamais. Donc, c'est vraiment important, en fait, que les gens comprennent bien que l'alimentation, ça fait partie intégrante du traitement. Alors, du coup, vous allez donner quoi comme nourriture à votre chien? La nourriture diabétique. Enfin, idéalement, Ouais. quoi. Riche en Chez fibres et Royal pauvre en Canin, il glucides. faut un aliment. Chez Royal Canin, il faut un aliment qui s'appelle diabétique. Donc, c'est assez simple. Du coup, est-ce que tu sais un peu qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans cet aliment diabétique? Riche en fibres et pauvre en glucides. Très bien. Donc, c'est un aliment qui est riche en fibres. Donc, l'intérêt d'avoir un aliment qui est riche en fibres, c'est que vous allez éviter les pics d'hyperglycémie en postprandial. Vous allez avoir un effet de satiété aussi. Mais donc, l'idée, c'est que le sucre va arriver progressivement, en fait, dans le sang. Et vous allez retrouver cette spécificité dans tous les aliments light, en fait.
Donc, l'aliment chez Royal Canin qui s'appelle diabétique, c'est un aliment que vous pouvez très bien aussi mettre à un patient qui serait en surpoids, quoi. Donc, voilà, selon la marque qui vous travaillez, en fait, chez Hills, ce sont des aliments de type WD. Donc, WD, c'est du weight, ou bien le métabolique, un aliment vraiment pour faire maigrir. Globalement, vous avez 3 catégories de patients diabétiques. Vous avez un qui est en surpoids, voire obèse, un qui est en poids normal, et puis vous pouvez aussi avoir des patients qui sont maigres. Donc, le propriétaire qui a attendu 6 mois pour venir, il peut avoir un animal qui est maigre. Parfois, le propriétaire se dit, bah, mon chien, il boit bien, il mange bien, ok, il maigrit, mais il est vieux, je me tracasse pas trop vite. Puis à un moment donné, il devient vraiment maigre et il se dit, là, il y a quand même un problème, quoi. Donc, et du coup, vous pouvez avoir des patients qui sont en sous-poids. Donc, c'est vrai que si vous avez un animal qui est vraiment maigre, c'est un peu embêtant de le mettre sur un aliment light. Donc là, vous pouvez mettre un aliment normal, de bonne qualité. Et puis, quand il aura récupéré un poids que vous allez estimer être correct, vous allez switcher sur un aliment light. Globalement, tous les aliments light, peu importe la marque, vous n'allez pas avoir vraiment une perte de poids. Vous allez stabiliser le poids, quoi, hein. Donc, si vous avez un animal qui est obèse, là, il faut le faire maigrir parce que l'obésité, c'est aussi un facteur de résistance à l'insuline. Donc, c'est important de faire perdre du poids à votre chien. Donc, en fonction, donc, si mon chien est très gros, je mets un aliment pour le faire maigrir. Si mon chien a un poids qu'on estime correct, on met un aliment, soit le diabétique, soit un aliment light, peu importe la marque. Donc, de nouveau, on est dans un contexte aliment diététique. Alors, si les gens vous disent, ah ouais, mais moi, les aliments diététiques, on achète chez le vétérinaire, c'est plus cher, et que les gens, vous devez faire attention au budget, ben là, on peut se retourner dans les aliments qu'on trouve en animalerie, des aliments de bonne qualité. Pas avec Whiskas et Friskies, ça marche pas bien hein, de traiter un diabétique. Donc ça, faut quand même aussi le dire aux gens. Même du Friskies light, enfin je sais pas si ça existe, mais je pense que ça c'est pas l'idéal. Mais donc voilà, dans les pet shops, il y a des aliments en fait. Luciole, pousse-toi. Il y a des aliments en fait de la gamme physiologique en light et ça peut très très bien convenir également. Donc ce qui est important, c'est que du coup, vous allez devoir faire une transition alimentaire à votre patient. Donc, si votre patient, comme le nôtre ici, il mange en fait comme ses propriétaires, c'est-à-dire une petite tartine de fromage le matin, le restant de ce que les gens mangent à midi, et puis le soir, on donne quand même un peu des croquettes. Forcément, le chien va peut-être un petit peu tirer la tête de devoir manger des croquettes diététiques. Alors, tous ces aliments-là, ils existent aussi en boîte. En général, vos patients sont un peu polyphages au début du traitement, donc bien souvent, on n'a pas trop de problèmes avec le changement alimentaire. Maintenant, libre à vous aussi de faire une ration ménagère. Moi, c'est vrai que j'avoue, je ne sais plus comment il faut faire, je n'ai plus trop envie de calculer les rations. Donc, soit si les gens veulent vraiment faire une ration ménagère, je vais les conseiller d'aller voir un nutritionniste pour chien qui va faire une ration complète et équilibrée. Mais sinon, voilà, j'essaye vraiment de trouver dans la gamme qui est sur le marché quelque chose qui convienne aux patients. Il y a quand même suffisamment de choix, je pense, que pour satisfaire le propriétaire et son chien. On peut très bien aussi agrémenter. Hein. Le chien peut avoir un morceau de poulet, il peut avoir de la viande, du riz, des pâtes, il n'y a pas de souci ça, hein, mais au moment des repas. D'accord? Alors du coup, on a choisi la nourriture, on a choisi l'insuline, mais moi je voudrais bien savoir comment est-ce que vous allez en pratique faire. Est-ce que vous allez donner un horaire aux gens, voilà, ils doivent manger ça à telle heure, comment est-ce que vous faites les piqûres par rapport au repas, comment est-ce que vous vous organisez? Qu'ils fassent, s'ils peuvent, 8h, 20h. Ouais, c'est une bonne idée. Et pourquoi tu proposes 8h, 20h? Pourquoi tu proposes 12 heures de décalage? C'est parce que le pic d'hyperglycémie, il est, je crois, 4 heures après avoir mangé. Enfin, on lui donne. Oui, donc en fait, quand tu injectes l'insuline, le pic d'action de l'insuline, c'est 4 à 6 heures après l'injection. Et globalement, tu dis 8h, 20h parce que l'insuline, elle agit 12 heures. Donc au bout de 12 heures, ton insuline ne va plus agir. Et donc, on va faire 2 injections par jour. Une, par exemple, à 8h du matin, une à 20h. Après, voilà, on demande aux gens de choisir un horaire.
selon leur horaire de travail, hein, soit c'est 7h, 19h ou 6h, 18h, enfin bon, voilà, en fonction de l'horaire des gens. En fait. Mais donc l'idéal, c'est qu'il y ait 12 heures d'intervalle entre deux injections. Donc, on va par exemple choisir 8h, 20h, hein, c'est un exemple. Donc à 8h et 20h, les gens vont faire la piqûre d'insuline. Et du coup, quand est-ce qu'on mange alors? Quand est-ce qu'ils peuvent manger? Il n'y a pas une histoire qu'ils doivent manger que une partie de la ration et on leur donne le reste après? Déjà, il faut se dire que si le propriétaire il bosse, il va pas revenir, tu vois, 2-3 heures. Enfin, il peut, hein, mais ça va être compliqué. Tu n'auras pas beaucoup de patients traités. C'est le risque. Donc en gros, si je fais 2 injections d'insuline, je vais faire 2 repas par jour. D'accord? Donc mon chien reçoit une piqûre à 8h à 20h, il va recevoir un repas à 8h et à 20h. Ce que je veux que vous me disiez, c'est est-ce que mon chien mange d'abord et puis je lui fais sa piqûre, ou bien je lui fais sa piqûre et puis il mange? J'allais dire ils mangent d'abord. C'est une bonne idée. Pourquoi est-ce que c'est mieux de faire comme ça? Bah, j'aurais peur que l'insuline elle fasse effet avant qu'ils mangent et que du coup ils sont en Bon, hypoglycémie. après, c'est pas que tu dois faire l'un et puis attendre 1 heure pour faire l'autre. Hein. C'est à la suite l'un de l'autre. Hein. Donc, soit je lui donne à manger et puis je fais sa piqûre, mais dans les 10 minutes. Il n'y a pas besoin d'attendre 3 plombs. Soit je fais la piqûre et puis je me retourne pour lui mettre sa gamelle. C'est l'un ou l'autre. En fait, il y a pas de délai vraiment que je te demande d'attendre, mais dans quel sens tu le fais? Bah, qu'ils soient pas dégoûtés pour manger après la piqûre. Donc, tu fais d'abord manger et puis la piqûre pour ne pas que le chien soit fâché parce que tu lui as fait une piqûre et qu'il mange pas. C'est ça, dans ce Ouais, sens-là? voilà. Ok, c'est comme ça qu'il faut faire, mais la justification n'est pas celle-là par contre. Qu'est-ce qui se passe si je fais mon injection d'insuline et puis que le chien, pour une raison indéterminée, ne veut pas manger? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, c'est ça, je vais avoir une Une hypoglycémie. hypoglycémie. Il va faire une hypoglycémie s'il mange pas et que je lui ai fait une injection d'insuline. Cette hypoglycémie, elle peut être modérée, mais elle peut aussi être sévère. Et donc, si mon hypoglycémie est sévère, je pourrais quand même tuer mon patient. Donc, on n'a pas le droit de faire une injection d'insuline et puis de donner à manger. On donne d'abord à manger et quand le chien a mangé, on fait la piqûre d'insuline. D'accord? C'est uniquement pour cette raison-là. C'est pas pour que le chien ne goûte pas ses propriétaires, même si c'est intéressant comme justification, mais c'est uniquement si jamais le chien ne voulait pas manger, ben en fait vous risquez de créer une hypoglycémie à votre patient qui peut pas être très dangereuse, mais un chien peut faire quand même une syncope, une crise d'épilepsie, un coma, quoi. Donc, faire attention. Alors, je vais essayer de vous montrer des courbes, une courbe de glycémie normale. Maintenant, c'est la première fois que j'utilise Collaborate et donc je ne suis pas sûre d'arriver à vous partager ce que je veux vous montrer. Donc, je vais essayer et puis on va voir si je vais faire, je pense, un partage d'écran, à mon avis. Parce qu'à propos, j'ai essayé de partager un fichier, mais il voulait que des PDF. Donc, alors. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Oui, Oui, oui. Oui, Vous voyez la courbe? ouais. ouais, Ouais. ouais. Est-ce que vous pouvez zoomer un petit peu, Ah oui, attends. s'il vous plaît? Je vais voir, je sais pas si je peux agrandir mon truc. Alors, est-ce que je peux agrandir? C'est déjà agrandi au maximum, je pense. Merci Comme ça, c'est beaucoup. mieux? Oui, Là, ce qu'on voit, donc vous avez la glycémie qui est ici et le temps.
Vous voyez aussi mon curseur qui bouge? Oui, oui. Oui. Ok, parfait. Donc en fait, ici, donc la courbe bleue, hein, je vous demande de regarder l'autre, ne la regardez pas pour le moment. Donc là, en fait, on a un chien en fait, qui a reçu son repas. On a injecté l'insuline. Donc là, on est en grammes par litre, hein. Donc on a un chien qui a 2,5, donc qui est en hyperglycémie. Et puis, là, on voit que le sucre va diminuer progressivement dans la journée. Et puis, entre 4 et 6 heures, hein, c'est le pic théorique de la plupart des patients où on a la glycémie qui va être la plus basse. Et on est, vous avez dit que c'était entre 0,8 et 120, et 1,2, pardon. On est dans la norme. Donc, une bonne partie de la journée, du coup, notre patient va être en normoglycémie. Et puis, fin de journée, le sucre n'agit plus. Et donc, l'insuline n'agit plus. Et donc, votre sucre remonte dans le sang. Et puis ici, on est à 20 heures et on fait le repas et l'injection d'insuline. Donc la courbe idéale, elle fait comme ceci. Et puis, si on la continuait, elle continuerait à faire comme ça, en fait, tout au long de la journée. D'accord? Ça veut dire que tous les matins et tous les soirs à 20 heures, votre chien va être en hyperglycémie. Au début, quand il n'est pas traité, la glycémie va monter plus haut. Et puis, avec le traitement, la glycémie va s'abaisser à une valeur plus basse. Mais ça reste quand même que votre patient, le matin et le soir, il sera toujours en hyperglycémie. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Alors, je vous récupère sur l'écran. Enfin, j'essaye de vous trouver. Où est-ce que vous êtes? Ah, voilà. Bon, ça marche. Donc ça, c'est la courbe de glycémie normale, d'accord? Donc c'est pour ça qu'en fait, on voit que l'insuline, elle n'agit pas tout le temps à la même importance. Et donc, on a une partie de la journée où, du coup, notre chien va être en glycémie normale, donc il n'y aura pas de symptômes à ce moment-là. Et puis, fin de journée, le sucre remonte, on redonne le repas et on fait l'injection. Ça, c'est vraiment important d'expliquer aux gens. Voilà, donc moi, je marque sur un papier. On choisit l'horaire avec les propriétaires, voilà, par exemple 8h, 20h ou 7h, 19h. Le repas, on a décidé quel est le repas, quelle est la quantité qu'on donne, et puis les gens font l'injection, et pareil, matin et soir. Éventuellement, en fait, si vous avez un propriétaire qui voulait faire un repas supplémentaire, vous pourriez donner aussi un repas quand on est au nadir, donc 4 à 6 heures après, votre glycémie est la plus basse. Ça tombe bien parce que si vous avez fait à 8 heures du matin, on est entre midi et 14 heures. Si, comme par exemple le patient dont je vous ai parlé, c'est des propriétaires qui sont retraités et qui, pour eux, c'était compliqué de manger devant le chien à midi et que le chien ne puisse pas manger. Donc, dans ce cas-là, on peut proposer de couper la ration du matin en deux, donc de donner la moitié à 8 heures du matin, de faire l'injection. Et l'autre moitié, on la donne entre midi et 14 heures, sans injection, hein, du coup, puisque l'injection a déjà été donnée le matin. Après, si les gens veulent refaire ça aussi entre minuit et 2 heures du matin, ils peuvent le faire, mais en général, il n'y a pas trop de demandes pour le faire le soir, quoi. Donc, ça va. Donc ça, c'est la base du traitement, c'est l'alimentation et l'insuline. Du coup, une fois que vous avez expliqué ça à vos propriétaires, comment est-ce que vous allez stériliser votre chien maintenant? Pour moi, on n'attend pas forcément que le diabète soit stable. Ok. Pour moi, on la stérilise juste quand c'est le bon moment dans son cycle, en fait. Et c'est quand? Euh, Vous ne m'avez pas demandé quand était cette dernière chaleur. Parce que le stress pour vous, c'est que si elle arrive en chaleur, vous êtes un peu dans l'embarras, quoi. ouais. Donc, on va dire qu'on décide de stériliser le chien le plus rapidement possible. Maintenant, c'est sûr que si vous demandez au propriétaire, bon, quand est-ce qu'elle a eu ses dernières chaleurs? Soit que les gens vous disent, elle fait ses chaleurs une fois par an, elle les a eues il y a 5 mois, et donc vous avez 5 mois devant vous avant qu'elle ait ses prochaines chaleurs, si elle est réglée comme une horloge. Ou comme la plupart des propriétaires vous disent, je sais pas trop, peut-être dans 2 mois, peut-être que c'était il y a 6 mois, peut-être que c'était il y a 2 mois, je ne me rappelle plus. Vous ne savez pas du coup quand vont être ces prochaines chaleurs.
l'idéal, c'est de faire un frottis vaginal pour voir un peu où elle en est dans son cycle. Et globalement, dans tous les cas, on ne va pas trop tarder à la stériliser. Donc la règle, ça va être dire on va la stériliser le plus rapidement possible finalement. Après, je dis pas que vous allez le faire cet après-midi, quoi. On peut attendre quelques jours. Maintenant, si j'ai des gens qui semblent savoir me préciser que effectivement les prochaines chaleurs vont probablement pas être avant plusieurs mois, je pourrais très bien me dire ok, je stérilise d'abord un peu mon chien au niveau de son diabète et puis je la stérilise. Il n'y a pas vraiment de règles, mais bon, globalement, si on n'a pas une réponse claire de la part du propriétaire, on va essayer de la stériliser quand même dans les 10 jours, quoi, hein, donc c'est plus prudent. Alors du coup, vous allez devoir mettre ce chien à jeun. Donc c'est soit l'hypothèse de ce patient-là qui doit être opéré pour être stérilisé, soit un diabétique qui doit venir se faire détartrer, ou un diabétique qui doit être opéré pour voilà, quelconque problème. Comment est-ce que vous allez dire aux gens, ok, la veille au soir, est-ce qu'ils mangent un repas plus tard? Est-ce que le matin, je donne à manger quand même un petit peu? Comment est-ce que vous allez faire ça? Donc, quand on les met à jeun, on les met à jeun à partir de quelle heure d'habitude? Imaginez que vous allez opérer votre chien à 9 h du matin demain. Normalement, c'est à 20h. Ok, ouais, 20 h, 22 h, c'est bon, on n'est pas sur 2 heures. Donc ça veut dire que ce soir, le chien mange comme d'habitude. D'accord? Donc un chien qui n'est pas diabétique, on dit vers 22 h, il faut retirer la nourriture et on peut laisser l'eau. Chez les diabétiques, c'est pareil, il reçoit son insuline à 20 h ou à 19 h, donc ça on fait comme d'habitude. Demain matin, comment on fait demain matin? Ah, et bien sûr, donc le il chien reçoit. diabétique, j'ai pas entendu, on lui laisse quand même le soir ou pas? Donc, de toute façon, ton chien, qu'il soit diabétique ou pas, il peut manger à 20 h. La mise à jeun, à part pour des bulldogs, on les met à jeun beaucoup plus longtemps. Si ils restent très très tôt, en général, si tu demandes aux gens de venir à 9 h à ton cabinet pour rendormir, préparer ton chien pour 10 h sur une table de chirurgie, à 22 h, il pourrait encore théoriquement manger, quoi, hein. Donc, le diabétique, s'il mange à 19 h ou à 20 h, le soir, tu ne changes rien. C'est comme d'habitude, il reçoit son insuline. C'est plutôt demain matin. Comment est-ce que demain matin, les gens font, en fait, avec leur insuline et avec la bouffe, avec la nourriture, pardon? Pour moi, il donne pas d'insuline le matin. Non, il donne la moitié de la dose, c'est pas ça? Alors, qui dit mieux? Euh, C'est du bon. C'est juste, il y en a quelqu'un qui a dit juste. Mais pour moi, on donne de l'insuline quand même. Parce que avec l'anesthésie et Exact. je sais qu'en ALS, ils disent tout le temps, ils s'inquiètent tout le temps de savoir si les chiens ont reçu leur insuline ou pas avant d'être anesthésiés. Si vous donnez la dose pleine d'insuline, on est face à un risque d'hypoglycémie. Donc la dose pleine, on ne peut pas la donner puisque vous n'avez pas trop envie que votre chien fasse un malaise hypoglycémique. Si vous donnez pas du tout d'insuline, le risque c'est qu'avec le stress de la NEST, de la chirurgie, enfin etc., que l'hyperglycémie s'aggrave et qu'on bascule vers des complications d'un diabète. Et donc, on coupe la poire en deux, globalement. On va donner une demi-dose d'insuline. Donc, le matin de l'intervention, les gens ne donnent pas à manger au chien. Donc là, il n'y a pas d'exception, hein. Donc, la mise à jeun, c'est toujours la même chose, hein. Donc, vous savez bien que c'est quelque chose auquel il faut vraiment faire attention. Vous avez un patient qui vomit pendant votre chirurgie. Alors, s'il est intubé, on est quand même rassuré, mais ils peuvent vomir juste avant l'intubation ou juste après le retrait de la sonde au réveil. Ça donne quand même des erreurs de lieu en général très graves. Donc, si jamais vous avez un patient que les gens ont oublié qu'ils doivent même donner à manger, il est toujours plus prudent de reporter l'intervention, sauf si c'était urgent. Donc, le chien doit absolument être parfaitement à jeun. Et puis, les gens font simplement la demi-dose d'insuline. D'accord? Donc, ils font la demi-dose d'insuline. C'est important d'opérer ces patients-là les premiers dans la journée, quoi. Donc, dans votre organisation du jour, le diabétique, il faut le mettre en premier dans vos chirurgies et pas le dernier de la journée parce que vous voulez que le soir,
il remange, il reprenne son cycle et donc il remange. Donc, au plus tôt vous l'opérez, au mieux c'est, quoi. D'accord? Moi, personnellement, globalement, je commence pas à checker la glycémie, etc. En fait, je fais ma chirurgie et puis au réveil, je fais une glycémie pour être sûr que tout est OK. Si éventuellement mon patient met un peu de temps en fait à émerger, bah, peut-être que je vais vérifier pour voir qu'il n'est pas en hypoglycémie, mais normalement avec une demi-dose d'insuline, il n'y a pas de raison en fait que votre patient soit en hypoglycémie. Et si la glycémie est un peu élevée, c'est pas grave si elle est un peu élevée. Votre chien est diabétique, c'est pas, faut pas s'alarmer spécialement. Ok? Faites votre chirurgie et puis bah, le soir, le chien reprend en fait son cycle habituel. Si vous avez fait une chirurgie ou une intervention qui était peut-être un peu plus douloureuse, bah, il est possible que le soir, le chien n'ait pas envie de manger. À ce moment-là, ben, on dit au propriétaire demi-dose d'insuline s'il veut pas manger. Après, il faut absolument qu'il remange au plus tard le lendemain, hein. Donc, si vous faites une stérilisation, normalement, vos patients, ils remangent le soir sans aucun souci. C'est pas des opérations qui nécessitent des particularités au niveau analgésie. Si vous avez bien géré la douleur pendant votre anesthésie et que votre chien peut avoir un anti-inflammatoire à la maison, il sera confortable pour manger le soir, d'accord? Et donc ça, c'est important que vous sachiez gérer ça parce que des patients diabétiques, voilà, ils viendront pas forcément pour des chirurgies, mais ils viendront pour un détartrage, pour, je sais pas, moi, ils sont blessés, ils ont besoin d'un soin sous anesthésie. C'est comme ça que vous devez faire. OK? Alors, bon, disons que vous l'avez stérilisé. S'il était déjà stérilisé ou si c'était un mâle, on n'avait pas ce problème-là. Quand est-ce que vous allez voir, du coup, vos patients pour un contrôle? Tous les 6 mois. Alors, tous les 6 mois, c'est quand ton chien est bien contrôlé. D'accord? Quand tu as un propriétaire qui a bien compris, qui gère bien, tu pourras le voir tous les 6 mois. Mais peut-être au Après, départ, quand tu viens d'instaurer le traitement, tu viens d'expliquer au propriétaire comment il faut faire, il faut quand même d'abord voir si ton diabète est stable. après une semaine, on le fait venir au cabinet et on fait une courbe de glycémie sur une Ouais, journée. ouais. Quelqu'un propose autre chose? Au moins 3 semaines. 3 semaines. Donc, il y en a qui proposent une semaine, d'autres 3 semaines. Gavin, tu fais quoi? Bah moi, je sais pas. Un Au jour. pire, au début, tous les mois, et après, quand on voit que ça commence à stabiliser, plus ça va, plus on espace les rendez-vous de contrôle jusqu'à arriver aux fameux 6 mois que j'ai déjà dit. Disons qu'en fait, une semaine, c'est un peu trop tôt. Que 3 semaines, 3 semaines ou un mois, c'est un peu Un tard, peu en tard. fait. Donc en fait, l'idée, c'est qu'une semaine, c'est un peu trop tôt dans le sens où il faut laisser un peu le temps aux gens de s'habituer à faire les injections. Il faut qu'il y ait la transition alimentaire, tu vois, que le métabolisme, que tout se remette un peu dans la bonne voie. Et donc, on coupe un peu la poire en deux. On va dire qu'on va faire un contrôle 15 jours, allez, 15 jours, 3 semaines peut-être après le début du traitement. Si vous avez fait une stérilisation, on va dire 15 jours, comme ça colle avec le contrôle post-op, par exemple. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous allez faire à ce contrôle? Donc, je sais que quelqu'un a proposé de faire une courbe de glycémie. Déjà, là, dans notre cas, on peut demander aussi s'il y a une amélioration des symptômes. Mhm. Donc, premièrement, avant de faire un examen complémentaire, on prend une anamnèse et on demande effectivement, donc si le motif de la consultation là-bas, c'était mon chien urine partout dans la maison, est-ce que du coup ces symptômes-là ont disparu? C'est quand même la première chose à demander. Donc, les 3 grands symptômes que votre patient présente, donc perte de poids, polyphagie et polydipsie, c'est les 3 choses que vous devez chaque fois reposer comme question au contrôle. Si le chien était polyphage, est-ce que l'appétit s'est régulé? Si c'était pas présenté la première fois, forcément, il n'y a pas besoin de demander. La prise de boisson, elle est quand même toujours systématique. Donc, est-ce que les gens ont observé que le chien buvait moins, voire plus uriner à l'intérieur?
et surveiller le poids. Donc évidemment, si vous avez mis votre chien en régime, c'est normal qu'il perde du poids. Et si vous aviez un patient qui a un poids en fait normal, s'il a perdu du poids, probablement son diabète n'est pas stable. Donc les critères de surveillance par après, qu'on va dire aux gens quand notre chien vient tous les 6 mois, c'est dire aux propriétaires, ce qu'il faut surveiller, c'est s'il y a une augmentation de la prise de boisson, voire une augmentation des fréquences de miction, une perte de poids. Il faut qu'on se revoie avant le contrôle que c'est prévu. C'est qu'il y a quelque chose qui se déstabilise en fait. Donc ça, c'est important. Donc, premièrement, donc on demande au niveau de l'anamnèse. OK, donc imagine le patient que vous avez vu. Les gens te disent, bah oui, ça va bien, il fait plus du tout pipi partout, on est content, il n'y a plus d'accidents, on se débrouille bien avec les piqûres, elle adore la nourriture, et donc là, on est dans le meilleur des cas de figure. Du coup, est-ce que vous allez faire un examen complémentaire ou bien c'est bon comme ça et on voit le chien dans quelques mois? Moi, je dose quand même la glucosurie. Enfin, je vérifie s'il n'y a pas encore une glucosurie. Alors, du coup, si je reprends la courbe que je vous ai montrée là tout à l'heure, donc je vais vous repartager en fait comment est-ce que j'avais fait? J'avais fait un truc comme ça, partager l'écran, comme ça. Donc, vous voyez la courbe là de nouveau? Ok. Donc, si tu fais une analyse d'urine, attention. Si tu prends de l'urine dans cette période-ci, il est possible effectivement que tu n'aies pas de glucose dans tes urines. Mais par contre, tous les matins et tous les soirs, ton chien aura du sucre dans les urines, hein. Donc, tu ne peux pas te baser sur la glucosurine pour te dire que ton diabète est stable. Au contraire, si tu n'as pas de glucose dans les urines du matin, attention, ça veut dire qu'il y a un problème. Si vous n'avez pas de glucose dans les urines le matin, votre chien, il n'est pas diabétique, hein, il est plus diabétique, hein. Donc peut-être que vous êtes face à un diabète transitoire. Si, imagine, la chienne avait été en chaleur il y a 2 mois, elle aurait pu faire un diabète sous influence de sa progestérone et puis que ce diabète soit éventuellement transitoire. Dans ce cas-là, à un moment donné, on n'aura plus de glucose dans les urines. Et là, ça veut dire attention, s'il n'y a plus de glucose dans les urines, ça veut dire qu'il n'y a plus d'hyperglycémie. Donc, l'analyse d'urine, je ne suis pas d'accord. Alors après, l'analyse d'urine, elle peut être intéressante si tu veux voir si elle est corsétonique ou si tu suspectes une infection urinaire ou si tu veux voir qu'il y a énormément de sucre, ce ne serait pas normal. Mais donc, sur une fichette, ça reste quand même un peu subjectif. Du coup, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre comme examen complémentaire? Bah, la fructosamine, on la fait pas après. Ah, ok, parfait. Donc, attends, je vous récupère là. Voilà. Donc, la fructosamine, très bien. Donc, c'est quoi la fructosamine? C'est un sucre qui se lie au glucose et l'albumine, quelque chose comme ça. C'est un sucre qui se lie au glycose. Non, c'est pas un Non, sucre. non, enfin, en gros, c'est un marqueur direct de la glycémie, quoi. Très bien. Donc, c'est une protéine. Et donc, cette protéine, elle fixe le glucose. Elle a une demi-vie assez longue. Donc, elle est intéressante parce qu'au plus il y a du sucre dans le sang, au plus elle va fixer du sucre. Et donc, ça vous donne une idée de la moyenne de la glycémie des 10-15 jours précédant votre prise de sang. Donc, du coup, on n'est pas influencé déjà par le facteur stress, hein. C'est surtout important, par exemple, chez les chats, quoi. Les chats en consultation, ils peuvent être très stressés. Et donc, ils ont été dans quel transport, ils ont fait le trajet en voiture, ils sont dans votre salle d'attente, puis ils vous voient vous. Et puis, vous le faites la prise de sang avec une contention. Donc, le sucre chez les chats, ça peut monter très, très haut. Donc, une glycémie comme ça à un moment donné de la journée, c'est pas du tout intéressant. Vous avez vu aussi sur la courbe que si vous faites une glycémie à jeun le matin, votre chien sera en hyperglycémie, quoi, hein. Donc, par contre, la moyenne du sucre, ça va vous donner une bonne idée en fait de l'évolution de votre diabète. Donc, la fructosamine, c'est un méga tuyau, hein, ça, la fructosamine, ça, c'est un truc que vous devez vraiment bien connaître. Et donc, c'est ce qui va vous permettre de faire un suivi au niveau du diabète. Donc, du coup, cette prise de sang, vous pouvez la faire à n'importe quel moment de la journée, en fait. Si vous voulez faire une glycémie à votre patient, les gens, parfois, ils aiment bien qu'on fasse une petite glycémie à leur chien. Il faut la faire au nadir, donc 4 à 6 heures, plus ou moins après l'injection du matin, pour avoir une idée où on est son sucre. Mais sinon,
ça va pas vous donner une indication de la stabilité du diabète. La fructosamine, elle est intéressante. Et c'est pour ça que si tu fais venir le chien une semaine après le début du traitement, ta fructosamine, elle n'est pas tout à fait correcte puisque sa demi-vie, elle est plus longue. Donc, si tu fais venir le chien une semaine après avoir débuté ton traitement, la moyenne des 15 derniers jours, tu auras la moyenne du sucre avec la période où le chien n'est pas encore traité ton diabète. Donc, c'est pour ça qu'on attend 15 jours avant de faire le premier contrôle. Comme ça, tu as une fructosamine qui est intéressante. Et donc, le laboratoire va vous donner une indication. Si la fructosamine est entre telle et telle valeur, vous aurez du coup un diabète qui est bien stabilisé. Si la fructosamine est au-dessus de telle valeur, on vous dit que c'est un diabète pas bien stabilisé, au-dessus de telle valeur, pas bien du tout stabilisé. Et du coup, en parallèle avec votre clinique, hein, donc c'est important de toujours mettre en parallèle la clinique et un résultat d'analyse, parce que imaginez votre fructosamine, elle est un peu, vous aimeriez qu'elle soit un peu mieux, et que les gens vous disent le chien boit normalement, le poids est stable, ils sont contents, peut-être qu'il ne faut pas changer votre dose d'insuline. Donc, vous verrez aussi avec l'expérience qu'il y a des propriétaires qui n'arrivent pas trop bien à estimer si le chien boit plus ou boit pas plus. Peut-être que vous l'avez mis au régime, que du coup la perte de poids, vous ne savez pas trop si c'est parce que le diabète n'est pas stable ou si c'est parce que vous avez mis au régime. Et donc là, la fructosamine vous donne une bonne indication en fait d'où en est votre diabète. Ça va? Donc si vous devez changer la dose d'insuline, on conseille alors d'augmenter la dose de 10%. On n'augmente pas trop vite l'insuline. Et puis 10-15 jours après, vous pouvez du coup refaire un contrôle. Si au premier contrôle, le propriétaire vous dit moi, ça change rien, hein, elle boit toujours comme un trou, toujours pris partout dans la maison, à ce moment-là, en fait, vous avez deux possibilités. Soit vous faites une courbe de glycémie, soit moi, ce que je fais souvent, c'est que j'augmente d'abord la dose d'insuline, puisque on part avec une dose de base et ça tombe, elle était pas assez élevée simplement. J'augmente la dose de 10% et puis 15 jours après, je refais venir le propriétaire. S'il trouve que le chien, en fait, ça va pas, que les symptômes sont encore fort présents, je vais faire une courbe de glycémie. D'accord? Donc, dès que vous commencez un peu à chipoter pour un diabète, la règle, c'est de faire une courbe de glycémie. Comme ça, vous voyez un peu où ça en est. D'accord? Alors, je vais essayer de vous montrer quelques courbes de glycémie. Je repartage, ça marche pas. Voilà. Je repartage mon écran. Alors, je vais essayer de diminuer un peu la taille par contre. Donc ici, donc la courbe de glycémie, donc en fait, vous faites venir votre patient le matin. Alors, soit en fait, il mange avec vous au cabinet, puis vous faites l'injection d'insuline, et puis vous faites des prises de sang plus ou moins toutes les 2 heures. Là, ici, on voit que notre chien, en fait, descend un peu trop bas en fait en glycémie et donc il est un peu en hypoglycémie dans cette période ici. Bon, la courbe, enfin le schéma met de là à là, mais là il n'est pas vraiment encore en hypoglycémie, mais ici clairement il est en hypoglycémie. Donc là c'est un chien qui reçoit une trop forte dose d'insuline et donc du coup il faut diminuer la dose d'insuline. Ce qui arrive parfois, c'est que l'animal en fait ne veut pas manger au cabinet. Donc, si il veut pas manger au cabinet ou à la clinique, vous êtes embêté parce que s'il veut pas manger, vous pouvez pas faire l'injection d'insuline. Donc, à ce moment-là, vous ne savez pas faire une courbe. Donc, si le propriétaire habite pas trop loin, en général, je propose que le chien mange à la maison et puis que le chien vienne au cabinet directement. J'aime autant faire l'injection d'insuline moi-même et puis de faire la courbe à ce moment-là. Donc, si les gens habitent plus loin, c'est les gens qui font l'injection et puis on fait la courbe et donc on n'a pas le point de départ simplement, quoi. Ici sur cette courbe-ci, en fait, la rouge que je vous ai déjà montré au départ, je vais essayer d'agrandir parce que ce schéma-là il est plus petit. Donc là, voilà. Vous la voyez là? Oui, pas de problème. Et donc ici, vous avez une courbe où on n'a pas du tout de réponse en fait. Donc là, on est dans un cadre de résistance à l'insuline. Soit un chien qui est sous influence de progestérone, soit un chien qui est
est très obèse ou un chien qui a une autre pathologie endocrinienne type par exemple un Cushing, hein, donc il est sous cortisone endogène et donc là aussi on a une résistance à l'insuline. Si on avait une courbe entre les deux, de nouveau aussi c'est une courbe où on a en fait une réponse à l'insuline mais qui n'est pas assez marquée et donc dans ce cas-là il faut augmenter la dose d'insuline. D'accord? Alors, du coup, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous savez ce que c'est l'effet Somogyi? Tuyau numéro 2, après la fructosamine, l'effet C'est pas Somogyi que quelque vous... chose qui est lié quand on injecte trop d'insuline d'un coup. Oui, C'est un Et c'est un effet effet rebond. rebond de oui. notre Donc l'effet glycémie. Somogyi, c'est une hyperglycémie rebond secondaire à une hypoglycémie. Donc si vous injectez une dose trop forte d'insuline, donc je vais vous montrer une courbe correspondant à un effet Somogyi. Donc ça, c'est important que vous connaissiez en fait cet effet Somogyi. Voilà, où est-ce qu'il est mon effet Somogyi? Est-ce qu'il reste pas sur mon écran? Alors, normalement, j'ai une courbe avec l'effet Somogyi. Voilà. Donc, ce patient-là, en fait, c'est un patient qu'on a vu à la clinique. Et donc, la petite erreur qui a été faite, c'est que le vétérinaire traitant faisait venir le chien à jeun à la consultation pour faire une glycémie. Mais donc forcément, comme je vous ai montré sur la courbe habituelle, la courbe glycémie normale sur un chien diabétique, même sur la courbe idéale, le matin, le chien est en hyperglycémie. Sur base de cette hyperglycémie, le vétérinaire a augmenté la dose d'insuline et puis a fait revenir régulièrement le chien en consultation. Résultat, la dose d'insuline a été augmentée. Et le chien était tout le temps en fait en hyperglycémie, forcément à jeun le matin, ça risquait pas de se produire autrement. Résultat, en fait, ce qui se passe, c'est que suite à une trop forte dose d'insuline, on a une diminution très importante de la glycémie avec un chien en général qui n'est pas très très bien hein, à ce moment-là. Et puis on a une hyperglycémie rebond. Et dans ce cas-ci, en fait, on voit que cette hyperglycémie, elle perdure et elle perdure très longtemps en fait, puisque là on est 24 heures en fait après la seule injection du matin et on est encore en hyperglycémie. Et donc cette hyperglycémie, elle est même plus importante que celle de base en fait. Si vous faites la fructosamine, la moyenne de glycémie chez ce patient-là, la fructosamine est élevée en fait. Donc le vétérinaire a été trompé en fait par la valeur de la fructosamine qui indiquait que la moyenne était super élevée, donc il continuait à augmenter la dose d'insuline. Et donc ce patient-ci, avec des quantités de sucre tellement élevées dans son sang, il a des symptômes de PUPD, d'amaigrissement, de polyphagie. Et donc, c'est pour ça qu'on a suspecté, nous, en effet, Somogyi avec l'historique des augmentations importantes de doses. Le chien recevait une dose vraiment énorme. Et du coup, en fait, c'est pour ça que c'est important de faire les prises de sang vraiment rapprochées en début de courbe. Sinon, vous ratez évidemment l'effet ici. Si vous faites une prise de sang à 2 heures et puis que vous faites autre chose, à ce moment-là, que vous faites une prise de sang à 6 heures, vous avez une courbe qui fait comme ça et vous pouvez rater en fait l'hypoglycémie. Et donc, l'effet Somogyi, c'est pas très fréquent, mais c'est quelque chose qui est vraiment très très important parce que cliniquement, vous avez un patient qui présente tous les symptômes d'un diabète qui est pas stable. Hein. Donc, ça, de nouveau, l'effet Somogyi, c'est aussi un tuyau. Hein. On vous demande souvent dans les questions d'examen, en fait, d'expliquer c'est quoi l'effet Somogyi. Et donc, voilà, en fait, Gabin l'a bien expliqué, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis, avoir cette petite courbe en tête et on comprend alors pourquoi le chien a des symptômes comme un diabétique, parce que ces hyperglycémies rebond qu'il fait peuvent perdurer pendant plusieurs jours. Hein. Donc, et là, le traitement, il suffit de diminuer la dose d'insuline. Si vous ne savez plus très bien de combien il faut la diminuer, en général, on part à une dose de base. La dose de base, c'est 0,5 unités par kilo, 2 fois par jour. Je pense que les doses, ce n'est pas des choses que vous devez connaître, puisque c'est quand vous allez utiliser les médicaments que vous allez aller vérifier les doses.
Donc, mais comme ça, vous savez, vous avez une petite idée en fait, de quelles doses on peut donner. Chez les chats, c'est la même chose. On donne des doses de 0,5 unités par kilo. Vous pouvez aussi trouver dans la littérature des doses de 1 à 3 unités par chat. Maintenant, vous voyez bien en consultation que des chats, on en voit un peu tous les gabarits, quoi, hein. On a des chats de 2 kg et des chats de 10 kg. Donc voilà, moi je fais 0,5 unités par kilo. Chez le chat, au niveau de l'alimentation, c'est un tout petit peu différent parce que le chat, en fait, c'est un grignoteur, on va dire. Et donc, le chat, il n'apprécie pas tellement de lui dire qu'on mange à 8h et à 20h et qu'entre les repas, on mange rien. Ça lui plaît pas trop, en général, qu'on lui dise ça. Le risque, c'est que le chat, il aille à l'extérieur, il va manger une petite souris à 3h de l'après-midi, que ce n'est pas du tout prévu dans votre programme, ou il va manger chez le voisin si le menu chez vous ne lui plaît pas, en fait. Donc, chez le chat, en fait, on peut conseiller du coup de laisser des croquettes à disposition toute la journée, qu'il puisse aller manger quand il veut. Et alors d'essayer d'avoir un repas plus conséquent au moment des injections. Donc moi, je propose par exemple de donner un sachet de fraîcheur pour diabétiques le matin avec l'injection et pareil le soir avec l'injection. Okay. Donc du coup, votre patient, une fois qu'il est stabilisé, bah, voilà, moi, la première fois, une fois que mon chien est stable, je le vois au bout de peut-être 2-3 mois pour voir si toujours c'est OK. Et puis après, bah, ça dépend un peu des propriétaires. Mais les propriétaires voilà, sont à l'aise pour les piqûres, que le chien est stable, je revois aller peut-être tous les 4-5 mois, 4 à 6 mois, ça va dépendre des propriétaires. Le chien a suivi depuis déjà 1 an ou 2 ans, on voit les chiens 2 fois par an, ça suffit, quoi. Donc, ça, c'est un peu à vous aussi de vous adapter en fonction de peut-être plus anxieux que d'autres ou de propriétaires que vous avez l'impression que le suivi va être un peu, vous ne pouvez pas trop faire confiance. Il vaut mieux leur proposer leur de venir tous les 5 mois, tous les 6 mois. Mais bon, ça, globalement, c'est un peu à vous de vous adapter. Ça va? Du coup, là, on a un peu fait le tour, je pense, du diabète. Donc, je voulais pas vous proposer un cas très compliqué, un cas tout venant. C'est des choses que vous devez savoir gérer. C'est pas très, très compliqué. Mais voilà, on n'a pas toujours le cas en consultation d'avoir des diabétiques de base. En fait, souvent, ceux qu'on voit à la clinique, c'est des diabétiques qui vont pas bien, qui ont chipote, et donc des diabétiques qui ont diabétiques et Cushing, c'est un peu plus compliqué à gérer. C'est vrai que la plupart des diabètes classiques, les vétérinaires, normalement, savent les gérer en fait au cabinet. Et donc, voilà, j'espère que les explications que je vous ai données, vous serez un peu plus à l'aise quand vous allez gérer votre premier diabétique, de penser, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Et il y a beaucoup d'informations aussi à donner aux propriétaires. Donc, c'est là qu'il faut faire un tout petit peu attention de ne pas trop s'emballer avec trop d'infos. Et donc, pensez toujours à remettre par écrit les informations données aux gens, en fait. Hein, un peu comme vous. Hein. Enfin, moi, quand je vais chez le médecin, c'est vrai que des fois, je sors et je me dis, mince, je sais pas ce qu'il m'a raconté, ce qu'il m'a dit. Donc, pour les propriétaires, c'est la même chose. De marquer sur un petit papier les grandes lignes. Et donc, la plupart des vétérinaires ont un document déjà pré-rempli avec toutes les informations. Et puis, on rajoute le nom de l'animal, les doses d'insuline, les quantités de nourriture, et puis on donne ça au propriétaire. Dans les informations qu'on donne au propriétaire, il y a aussi des petites informations des couacs. Parce qu'il y a parfois des petites erreurs qui peuvent arriver. Exemple concret, hein, des trucs qui arrivent fréquemment. Les gens vous téléphonent, bonjour docteur, je suis un peu tracassée parce que j'ai fait la piqûre d'insuline, enfin mon chien a mangé, j'ai fait la piqûre d'insuline, et puis mon mari a pensé que j'avais pas fait la piqûre, et du coup il a fait la piqûre, or je l'avais déjà fait. Donc du coup le chien a eu double dose d'insuline. Qu'est-ce que je fais? Allô? Est-ce que c'est grave, docteur? Mais Enfin, soit on fait, enfin on lui dit de bien contrôler la glycémie, je sais pas. Alors, Et si, première règle, ne jamais laisser un glucomètre à un propriétaire. Parce que le risque, c'est qu'il fasse des glycémies tout le temps. Et du coup, tu risques d'être beaucoup embêté. Donc, s'il a un glucomètre, alors tu pourrais lui dire de surveiller la glycémie, effectivement. Mais souvent, ils n'ont pas de glucomètre à la maison. Hein.
Donc, quand est-ce qu'il peut y avoir un danger pour le chien? Parce que là, donc, globalement, il a reçu la double dose d'insuline. Bah, est-ce Il qu'il va a bien être mangé? en hypoglycémie. Il a mangé son repas classique. Il a reçu donc double dose d'insuline. Après, tu peux essayer de lui proposer à manger, mais s'il a pas, tu vois, un chien qui est stabilisé au diabète, il est plus en polyphagie, donc dire aux gens donner un double repas, ça marche pas souvent, quoi. Donc, On peut donner du sucre. mais c'est pas directement au moment où ça arrive que le danger. C'est quand le danger? Bah, c'est 6 heures après, quoi. Après 6 heures après. Oui. Le danger, c'est, alors vous savez pas si c'est 4 heures, 6 heures, 3 heures après, parce que si vous n'avez pas fait de courbe de glycémie à votre patient, vous savez pas quand est le pic d'action d'insuline chez votre patient. Et en théorie, comme il est 4 à 6 heures après l'injection, il faut se dire aux gens ben, que le risque, c'est que dans les heures qui vont suivre, le chien fasse une hypoglycémie. Soit c'est quelqu'un qui reste bien avec le chien, qui surveille, et qui d'office essaie de donner un repas dans 3-4 heures pour prévenir une hypoglycémie. Soit si les gens doivent partir au travail et que le chien sera sans surveillance, il faut qu'il vous amène le chien au cabinet, quoi, hein. Donc le chien ne va pas rester tout seul, quoi, hein, d'accord. Autre cas qui peut arriver, on est dans la même situation. J'ai donné à manger à mon chien, il a mangé. Je lui ai fait l'injection d'insuline et puis bon, il a tout vomi. Il vient de me faire une grosse galette là, tout son repas est là. Donc du coup, comme vous m'aviez bien expliqué que c'était grave s'il n'avait pas mangé, je lui ai proposé à manger, sauf que bah, comme il a vomi, il n'a pas envie de manger. Et donc on est dans la même situation. Vous avez en fait votre patient qui a reçu une injection d'insuline complète à jeun, c'est un peu la même chose. Donc risque d'hypoglycémie dans en fait les heures qui arrivent. Si jamais il y a une hypoglycémie qui arrive, en fait, ça peut arriver que les gens, le chien était dans le jardin, il était vomir dans le jardin, personne n'a vu que le chien a vomi, personne ne s'attend à ce qu'il y ait une hypoglycémie, et puis les propriétaires trouvent le chien inconscient, en fait, ou en train de pédaler ou de baver. Qu'est-ce que vous allez dire aux gens de faire à la maison? Bah, il est inconscient? Bah, il est couché, donc il serait pas capable de manger spontanément quelque chose. Ben, on peut mettre du miel sous les De l'eau babines. sucrée, je crois. Du Ok, sucre très bien. babine. Donc, si votre chien est capable de manger, hein, s'il a des signes de faiblesse, on lui fait manger quelque chose, en fait. Si par contre, ben voilà, il est tu mettre du miel sur les ça, les gens ont bien soit de l'instant à la maison. Sur les babines, ça va être résorbé très très rapidement par la muqueuse, quasiment comme si vous faites presque une intraveineuse. Ça marche hyper bien. Et puis rapidement, votre patient doit aller mieux. Donc si on a un doute, parce que des fois, les gens n'ont pas de glucomètre, les gens vont vous décrire un animal qui est faible, un animal qui est chancelant, un animal qui est bizarre, un animal qui est pas bien. Vous ne savez pas si c'est une hypoglycémie ou si c'est autre chose. Dans le doute, il faut donner du sucre au chien, en fait. Si c'était pas une hypoglycémie et que vous donnez du sucre à un diabétique, ma foi, son sucre va un peu monter dans la journée, mais c'est pas bien grave, hein. Une hyperglycémie, c'est pas dangereux dans l'immédiat. Une hyperglycémie, elle est dangereuse au bout de plusieurs mois si elle n'est pas traitée. On va avoir des complications d'un diabète. Une hypoglycémie, elle peut être dangereuse en aigu. Donc, dans le doute, on dit aux gens, bah, c'est peut-être pas ça, mais donnez quand même du sucre, du miel, quelque chose à manger à votre chien. Et puis après, ben, on se pose la question, est-ce que effectivement il a pu vomir? Est-ce que pourquoi est-ce qu'il y a eu une hypoglycémie? Est-ce que le métabolisme a changé? Que les gens sont trompés dans la dose? On fait un point, on check chaque étape. Est-ce que la quantité mangée est correcte? Est-ce que vous êtes sûr de la dose d'insuline? Est-ce que vous avez bien mélangé le petit flacon avant d'utiliser le produit? C'est des choses comme ça qu'il faut revérifier avec le propriétaire. Si les épisodes se reproduisent, il faut refaire un examen clinique, refaire une fructosamine pour voir si la moyenne n'est pas trop basse et que peut-être votre chien, en fait, ou refaire une courbe de glycémie pour voir s'il n'y a pas quand même un surdosage au niveau de l'insuline, si les gens ne pensent s'être pas trompés dans la dose et que le chien a bien mangé. Et on a toujours l'hypothèse voilà, qu'il est peut-être vomi à l'extérieur et que les gens l'aient pas vu, hein. C'est des choses qui arrivent. Pareil, des trucs classiques qui arrivent aussi.
Qu'est-ce qu'on a eu autrefois? On a eu des gens, en fait, la dame avait préparé des gaufres pour son petit garçon, parce que c'était l'anniversaire, et tous ses copains qui allaient venir à la maison, et le gentil labrador était dans la cuisine, et puis il a mangé, il est monté sur le plan de travail, et il a mangé à peu près 1 kilo de gaufres. Et donc les propriétaires retrouvent le chien en postprandial avec je ne sais pas combien de gaufres dans l'estomac. Du coup, bah, il vous sonne aussi pour savoir est-ce qu'il faut le faire vomir, est-ce qu'il faut donner une double dose d'insuline, est-ce qu'on ne donne pas à manger ce soir, qu'est-ce que vous allez faire? Imaginez, il est 3 heures de l'après-midi et notre labrador, là, il s'est fait un petit gueuleton de la collation des gamins et forcément, les gens sont un peu tracassés puisque vous aviez expliqué qu'entre les repas, le chien ne pouvait absolument rien manger. Euh, Bah pareil, c'est dans l'immédiat, l'hyperglycémie, elle va pas Ouais, être moi je leur dis, ouais. Oui, préoccupante. voilà, on dit bon, bah, peut-être qu'il mange un repas un peu plus léger ce soir, c'est pas bien grave. Si vous deviez voir le chien en contrôle, peut-être le lendemain ou le sous-lendemain, vous allez décaler votre contrôle parce que voilà, peut-être ça va un peu fausser en fait votre moyenne de glycémie, mais globalement c'est pas bien grave. Du moment que c'est voilà, faut dire aux gens, faut pas que ce soit répétitif non plus. Donc voilà, c'est les petites choses de la vie quotidienne qui peuvent forcément arriver. Chez les chats, ce qu'on a souvent aussi, c'est par exemple, monsieur le chat ne rentre pas à 8 heures du soir pour sa piqûre. Voilà, parce qu'il a décidé qu'il rentrerait à 22 heures ou pas. Euh, et donc, de nouveau, en fait, les chats, on explique aux gens que les chats, en général, sont un peu plus difficiles à stabiliser par leur comportement, en fait. Vous ne pouvez pas dire au retard, ah, maintenant, le chat est diabétique, il sort plus. Donc, ben non, le chat, il va aller faire sa petite vie. Et donc, des fois, il va pas rentrer le soir. Donc, à ce moment-là, ben, c'est sûr que si vous avez un chat qui est un peu vadrouilleur et qui est du genre à rentrer que le matin et qui passe toute la journée jusqu'au lendemain dehors, ben, vous pourrez faire qu'une injection une fois par jour. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous voulez? Forcément, votre patient sera un peu moins stable qu'un chat qui rentre à 8 heures et à 20 heures. Donc ça, forcément, il faut s'adapter au mode de vie de votre patient. Ça va? Je pense qu'on a fait un peu le tour. Je crois qu'il y a des trucs que je voulais vous parler, mais j'ai oublié. Alors, je sais pas. Est-ce que vous avez du coup des questions sur le diabète? Non. Non, ça va. Non, c'est vrai que je vous ai quand même donné beaucoup d'informations, donc n'hésitez pas à envoyer un mail si vous avez des questions qui vous reviendraient plus tard. On en rediscute à ce moment-là, mais comme ça, bon, je pense qu'avec les infos que je vous ai données, vous devriez quand même pouvoir gérer un patient diabétique de manière générale. Ça va? Est-ce que c'était clair pour vous? Oui, Ouais. c'était très cool. Oui, très clair. Ouais. Ok. Du coup, encore désolée pour ce matin. Je suis un petit peu gênée de vous avoir pensé, puis j'ai pas su vous reprendre parce que j'avais du coup des consultations, mais voilà, c'était pas très clair au niveau des horaires, donc je ferai plus attention à la prochaine fois. Et donc, je sais pas trop quand je vous revois pour un autre séminaire, mais certainement dans le courant de l'année. Et voilà, donc en attendant, j'espère que vous vous porterez bien et puis on espère vous retrouver assez rapidement avec nous en clinique. Oui, nous aussi. Ah oui, j'imagine, c'est pas facile pour vous. Bon, ok, donc pas de questions? Non. Non, ça va. Ok, parfait. Donc du coup,